Bienvenue sur le podcast Un lecteur à minorer. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Des Laura, créatrice du média littéraire Intensité. Bonjour Des Laura. Bonjour Stella Marie, Ça va? ça va et toi? Oui, ça va très bien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Merci de m'inviter. Je te l'avais déjà dit, mais je suis très honorée parce que j'aime beaucoup tes contenus et puis j'écoute en fait les épisodes depuis un moment, donc ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Dans un premier temps, on va peut-être te présenter. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Je m'appelle Des Laura, j'ai 25 ans, je suis passionnée par la littérature, mais j'aime faire beaucoup d'autres choses. J'aime aussi l'écriture, la musique a une place très importante dans ma vie, j'aime le cinéma, puis faire des activités diverses et variées comme courir, marcher, être dans la nature, le tricot, le coloriage. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je me pose beaucoup de questions, j'aime en poser, donc j'aime bien découvrir de nouvelles choses et la littérature me permet de faire cela. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, je sais aussi que je suis martiniquaise et congolaise. Dans de la conversation, ça aura son importance. Est-ce qu'il y a d'autres points dans la présentation que tu voulais que j'aborde? Non, après c'est assez free, hein. La personne dit ce qu'elle veut. Et puis n'hésite pas d'ailleurs si tu as des questions me regardant, c'est un échange. Si tu as envie de savoir des choses sur moi, enfin voilà, dans le cadre du podcast, il n'y a pas de souci. Et je vois juste aussi que je peux aussi parler peut-être du contexte dans lequel j'ai grandi ou autre. Oui. Donc moi, je suis issue de classe moyenne. J'ai grandi dans une ville du 92 assez aisée. Après, je suis partie dans une ville du 95 assez populaire, qui est Argenteuil. Ah, Et, d'accord. mais c'est vrai qu'Argenteuil, c'est tellement grand que en plus, j'y suis plus. Donc, je peux me permettre de te dire la vie. Donc ça, dans mon parcours, quand même, c'était un changement quand même de vie et puis de milieu. Et par la suite, j'ai quand même beaucoup déménagé. J'ai vécu aussi dans le sud-ouest. Pour mes études, j'ai vécu à Victoria, une ville au Canada, dans la partie anglophone. Donc, j'ai pas mal bougé et côtoyé différents milieux sociaux et puis différentes personnes, différentes origines. Donc voilà. D'accord. Ah, donc tu as un bagage culturel qui est assez riche et social aussi. J'espère. Écoute, on va parler un peu de ton parcours universitaire. Donc, je suppose que tu es en bac plus 5, voire 8. Je sais. Est-ce que tu peux détailler un peu ton parcours scolaire, s'il te plaît? En fait, j'ai fait une filière littéraire parce que toujours je voulais travailler dans les livres et c'était vraiment la littérature qui m'intéressait. Euh, et je le précise parce que avec la filière que j'ai fait, le parcours qu'a suivi n'est pas forcément logique, puisque j'ai fait Sciences Po. Et en général, c'est plus quand on a fait ES, CS. Alors, je sais que maintenant, les filières ont changé. On parle plutôt de spécialité. Mais donc, moi, c'était la filière littéraire qui me destinait pas vraiment à Sciences Po. On parlait plutôt des prépas Cagne, Hippocane, ce qui ne m'intéressait pas parce que j'avais une très mauvaise image, l'idée de la compétition, de plus avoir de vie alors que c'est trop précieux pour moi. Je pouvais pas. Donc, je me disais. Et puis, j'ai eu cette opportunité, en fait, de, 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 de me préparer pour Sciences Po. En fait, c'était pour les IEP province, Sciences Po province. Et puis, finalement, j'ai aussi postulé pour Sciences Po Paris sans y croire du tout. C'était pas du tout mon milieu. Dans mon entourage, je connaissais personne qui avait fait Sciences Po. Pour moi, c'était une école inaccessible. En fait, même si j'avais une bonne élève, je me voyais pas, je pensais pas que j'avais ma place là-bas. Et à ma grande surprise, j'ai été acceptée et j'ai fait là-bas une double licence. Donc j'étais à Sciences Po et à la Sorbonne. Donc j'ai fait lettres modernes. Donc là, c'était vraiment mon côté, mon amour pour la littérature qui parlait. Et puis Sciences Po, j'ai fait humanité, sciences sociales. Et ensuite, j'ai fait un master en affaires publiques, spécialité culture.
que j'ai terminé. Donc, c'est bac +5. Je suis pas encore au bac +8, mais... Là, d'accord. Ok, parce que tu as mentionné, enfin, je me demandais du coup à quel niveau tu en étais arrivé, parce que dans ta bio Instagram, c'était écrit projet de recherche, donc je me suis dit. Oui, en fait, c'est parce que j'ai... Alors, je vais essayer de ne pas anticiper les autres questions, mais c'est un projet de recherche en fait que j'ai commencé dans le cadre de mon master. En fait, D'accord. on pouvait faire plusieurs choses. On pouvait présenter, et ça, c'est pas pour tout Sciences Po, c'est c'est le cursus que je suis, donc en affaires publiques spécialité culture. J'ai pu, pour mon dernier semestre, présenter ce qu'ils appellent un projet personnel. Et dans ce cadre-là, je suis partie sur la création d'un média littéraire, Intensité, qui en fait me trottait en tête, mais bon, j'anticipe pas trop les autres points qu'on pourra aborder. Et sur ce projet de recherche. Et en fait, c'était pour moi de dire que c'était un projet de recherche, tu sais, ça l'ancrait au niveau académique, ça le rendait concret. Et en fait, après, j'ai fait donc dernièrement ma soutenance où j'ai pu présenter et le média et le projet de recherche et le lien que ça avait eu avec mon parcours académique. Dis-moi si c'est pas forcément clair. Si, j'ai bien saisi du coup ce que tu voulais dire. Avant d'entrer un peu plus en détail à ta création de contenu et ton projet de recherche, je voulais savoir un peu de manière globale ce que tu as pensé du coup de ta formation. Oh, ok. Ça s'est fait vraiment en 2 temps, entre la licence et le master. Quand je suis arrivée en licence, je ne savais pas pourquoi j'ai été là. Qu'on m'avait dit que c'était une excellente école et que j'allais avoir un meilleur avenir. Ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais. Mais si tu veux, j'ai toujours été habitée même par les questions sociales. Moi, c'est plus le côté des les injustices. Ça m'a toujours questionnée. Et au lycée, on a toujours pu faire des projets ou des recherches qui avaient un lien avec ça. Je pense qu'on avait le droit de faire des exposés où j'ai pu parler des femmes en prison, où j'ai pu présenter des chansons. Je pense à une chanson de Tracy Chapman sur la violence conjugale. Donc, il y avait cette liberté. Moi, je voyais aussi que Sciences Po, j'allais pouvoir parler de sujets qui me touchaient, mais aussi avoir la matière pour les explorer. En fait, avoir des ressources académiques pour en parler concrètement au lieu de dire c'est injuste. Oui, c'est ça, sans avoir d'argumentaire. Ok, d'accord. Donc, j'ai été touchée par ça, mais j'arrivais pas vraiment à me projeter, à comprendre. Quand on me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Ben, moi, j'ai toujours voulu travailler dans les livres. Après, j'ai changé parce que je me disais que c'était aussi trop compliqué. Le monde de l'édition m'a toujours dit, ah, c'est très fermé, c'est très comme ci, c'est très comme ça. Et puis toi qui reçoit beaucoup de gens quand même qui gravitent autour de ce milieu, je pense que c'est aussi un discours que tu entends souvent. Ouais, bah, en vrai, j'ai plutôt enfin, la plupart des invités, ce sont des personnes qui, on va dire, créent du contenu littéraire. J'ai interviewé très peu de professionnels, entre guillemets, du livre, mais de ce que, on va dire, les auteurs et autrices m'ont fait part et de ce que le peu de professionnels que j'ai pu interviewer m'ont dit, c'est que ouais, ça reste quand même un milieu assez élitiste, blanc. Ça marche par copinage, par réseau en fait. Il faut faire fonctionner son réseau, il faut appartenir à la bonne classe sociale, avoir la bonne couleur de peau. Donc c'est compliqué. Oui, donc ouais, tu vois, c'est ce genre de discours où c'est vrai que je me suis beaucoup accrochée à ça et je me suis dit c'est bon bah c'est pas pour moi, et puis les fois où j'avais pu tenter, ça n'avait pas donné suite. Donc bon bah je suis repartie pour Douai. Et puis donc la licence, ça a été assez compliqué parce que le fait d'avoir été d'avoir vécu dans une ville du 92, j'étais habituée à être avec des personnes qui étaient de classe plus aisée que la mienne. J'étais habituée à être en minorité en tant que personne, en tant que noire.
Même si j'ai vécu à Argenteuil, moi je faisais ma scolarité à Anguin-les-Bains, qui est une ville vraiment c'est plus aisé que... qui est vraiment aisée. Tu vois, c'était ce choc-là ou ce décalage, j'y étais déjà accoutumée. Je voyais que on n'avait pas forcément les mêmes vies ou la même réalité, mais tu arrives dans le supérieur et puis tu grandis, il y a des choses qui sont différentes. Et moi, ce qui m'a choquée, c'est pas tellement les modes de vie, c'est plus en fait dans certains codes en fait, qui étaient pas les mêmes. Et je parle pas que du langage, plus des questions. Et j'aime pas dire savoir-vivre ou savoir-être comme si moi je savais et les personnes dont je parle ne savaient pas. C'est pas dans ce sens-là, mais tu vois qu'au niveau du relationnel, tu parlais tout à l'heure du réseau ou autre, c'est que développer un réseau, c'est des relations un peu particulières parce qu'on n'est pas forcément amis, on n'est pas, des fois ça peut être un peu intéressé, on ne sait pas trop comment se positionner. Et moi c'était ça, je suis arrivée un peu brute de décoffrage avec mon background, ma mentalité, sans avoir vraiment réussi à bien cerner les enjeux ou l'endroit dans lequel je me situais. Donc c'est vrai que les relations avec les gens au début n'étaient pas forcément évidentes pour moi. Je restais un peu dans mon coin, ce qu'on pouvait me reprocher. Sauf que quand j'essayais de faire des pas où il y avait des petites remarques par rapport à l'argent, un mépris de classe ou des fois des choses racistes, faut le dire. Même si c'est pas ce qui est revenu le plus, c'est quand même tu vois, des choses déplacées ou autres qui te mettent une flemme, une flemme de toujours expliquer ou autre. Et puis, moi, je suis rentrée avec une amie, en fait. Donc, Ah oui, donc ça va être... donc il n'y avait pas ce besoin d'aller vers les autres. Ce qui est un peu... C'est comme pour les jumeaux ou les jumelles. Des fois, les parents peuvent se demander, mais est-ce qu'on les garde ou pas dans la même classe parce qu'il faut qu'ils aillent vers les autres. Bah, moi, pour le coup, ça a été une force d'être avec cette personne. Et après, au niveau des cours, ouais, par contre, c'était vraiment très exigeant. Le rythme était soutenu, c'était une autre façon de travailler. Moi, j'avais quand même des facilités, j'étais une bonne élève, donc j'ai toujours aimé beaucoup travailler. Mais c'est vrai que en fait, ça suffisait plus. En fait, il fallait vraiment... Tu pensais qu'en évitant la prépa, tu allais avoir un rythme, on va dire une vie étudiante un peu plus... Non. Non? Oui, alors je me disais que ce serait moins... En fait, moi, ce qui me dérangeait dans la prépa, oui, comme tu dis, c'était le rythme et c'était aussi le côté compétition. Et puis, après, ça, c'est ce que les gens disent. Moi, j'ai eu tout et son contraire. J'ai entendu tout et son contraire sur la prépa, mais ce côté que des fois, les profs peuvent vraiment te casser. Ça, c'est des choses ça me dérange beaucoup, ce genre de manière de se dire des fois, oui, ok, tu as fini tes études, mais à quel prix et puis dans quel état. Et puis pour les personnes aussi qui vont rentrer dans le marché du travail, tu sais, quand tu as été comme ça un peu brisé dans tes études, je me dis, mais tu arrives sur le marché du travail avec une mentalité très particulière. Donc, je savais qu'il y aurait du travail parce que, tu vois, par exemple, j'en ai pas parlé, mais l'une de mes passions, c'était le théâtre. Et j'ai arrêté le théâtre parce que je savais que ma première année à Sciences Po, c'était pas le moment de faire des activités extrascolaires ou même... C'est vrai que ça a été un peu compliqué, tu sais, quand tu es ami avec des personnes qui sont pas dans les mêmes études. Des fois, il faut faire des choix, pas dans le sens que les gens t'entraînent vers le bas, mais c'est juste que vous n'avez pas le même rythme de vie. Tu vois, je dis souvent, si je suis amie en fait, avec, on va dire, une athlète, en fait, il y a des choses que je ne vais pas comprendre, tu sais, son alimentation, ou si elle me dit oui, mais moi, je ne peux pas faire telle ou telle chose, je vais dire, mais enfin, relax, alors que non, pas relax, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs et c'est... Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je pense que j'étais pas... au niveau de la maturité, je pense que j'étais pas assez mature pour bien comprendre les sacrifices que ça demandait, en tout cas pour moi. Hein, pour ma part, il y a des personnes qui te diront que c'était pas du tout compliqué. Le fait d'avoir fait une filière littéraire fait que moi, j'avais jamais fait de droit, j'avais jamais fait d'économie, et là, je me retrouvais à devoir gérer ça et moi, j'avais arrêté les maths en seconde parce que je m'étais dit, j'ai aucun avenir. Enfin, j'avais refusé de faire quoi que ce soit avec les maths, avec la physique-chimie. Donc là, quand je me retrouvais devant l'économie, à part mes larmes, il n'y avait rien pour m'aider. Le dernier point c'est que j'avais pas de stratégie ou d'objectif. Alors, ça fait un peu très mindset et je suis pas trop dans cette mindset.
je savais pas pourquoi j'étais là, mais je n'avais pas la motivation. Tu sais, quand tu sais exact, tu te dis, ouais, je vais faire ça, et ensuite, je sais que grâce à ça, je pourrais, en passant par Sciences Po, je pourrais vivre ce rêve, atteindre cet objectif. Ben, en fait, tu te bats pour ça, et mon amie, elle avait ce moteur-là, en fait. Elle se disait, bah, c'est Sciences Po ou rien, et puis elle, dès la préparation, elle était comme ça, alors que moi, il fallait me motiver pour venir parce que je me disais, c'est Sciences Po parce qu'en vrai, je ne savais pas vraiment quoi faire d'autre. Donc, c'est ça, en fait, j'ai pas trouvé la motivation et donc j'ai fait une césure parce qu'en fait, je ne savais pas quel master prendre. Et puis, je me disais, j'avais envie de souffler. Franchement, je m'épanouissais pas, ça m'intéressait pas, c'était difficile, je m'entendais pas forcément avec les gens, il fallait beaucoup que je travaille, fallait beaucoup travailler. Je sais pas, T'es pas épanouie, ouais, dans ton cursus. Donc, quand il a fallu revenir à Sciences Po, on me disait, mais t'es sûre que tu veux faire Sciences Po? Parce que, enfin, chaque fois que t'en parles, on voit que c'est pas la joie. Et en fait, le master, ça a été une révélation. Vraiment, affaires publiques, spécialité culture, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça que je veux faire. Aller le mettre dès la première année, quoi. Mais c'était, ouais, en fait, parce que quand tu arrêtes tes études, à un moment donné, tu fais une pause, tu fais une introspection et tu te rends compte aussi que aujourd'hui, avec un bac plus 3, alors tu peux faire beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses, des fois, qui peuvent être fermées. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit non, mais enfin, Desora, tu as déjà fait tout ça, 3 ans où tu as galéré, va faire le master. Et le premier semestre en master a été compliqué parce que c'était vraiment se remettre dans les études et je me disais, en fait, j'ai pas de niveau pour Sciences Po. En fait, c'est ce que je croyais. Et j'étais persuadée, en fait, j'étais partie voir ma responsable pédagogique en lui disant au premier semestre, oui, bon, bah, comment ça va se passer pour le redoublement? Elle me disait, mais vous avez eu les notes? Je fais, non, mais je sais que, donc, comment ça va se passer? Elle me disait, mais attendez les notes et ensuite on fera une. D'accord. Ah oui, tu n'avais pas encore eu les résultats, que tu étais déjà partie défaitiste, quoi. Ah oui, non, mais je disais à ma famille, en fait, j'ai réessayé et j'ai pas réussi. Et en fait, après, les notes étaient positives. Donc, c'est un peu ces gens énervants qui disent, ouais, j'ai raté le contrôle. Ouais, okay. En fait, ça a été une remise en question. Tu vois, Sciences Po, ça m'a pas construit que académiquement. C'est en fait, dans ta tête, c'était, en fait, ben, est-ce que je suis capable? En fait, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Et après, en fait, je sais pas, j'ai vu en fait à quel point la culture et le social, ça pouvait être lié. Tu vois, parce qu'à un moment, je me disais, mais est-ce que ça sert en fait de parler tant que ça de culture, de littérature? Je sais pas, moi je suis intéressée par des problèmes liés à la précarité. Est-ce que vraiment quelqu'un qui est... Là, je suis dans un extrême, hein, bien sûr, c'est un exemple extrême que j'ai demandé, enfin que je vais donner encore pas, malheureusement pas si extrême que ça, mais quelqu'un qui a rien mangé de la journée, je vais arriver, je vais lui dire, oui, bah, je te propose de lire un livre pour ouvrir ton esprit ou pour t'émanciper. Est-ce que ça, c'est concret? Est-ce que ça peut vraiment aider une personne ou est-ce que je suis pas dans une bulle? Est-ce que je suis pas trop naïve en pensant que ça peut aider les gens alors qu'en fait, ça peut être des fois très décalé. Je me disais, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ça a du sens, ce que je vais faire? Et en fait, je me suis rendu compte que oui, que ça pouvait être lié. Il y a une travailleuse sociale qui est venue dans un cours et qui disait, en fait, elle s'occupe des fois de personnes qui, des fois, sont dans des situations, en fait, où elles vont dans des centres d'hébergement d'urgence et elle les amène aussi au musée. Et on pourrait dire, à la priorité. Enfin, là, c'est entre avoir un musée et un appartement, je pense que les personnes... Mais en fait, elle dit, mais en fait, en fait, ça apporte des choses. C'est-à-dire que si ton lien avec les travailleurs ou travailleuses sociaux, c'est que l'administratif, t'accompagner dans telle ou telle démarche, en fait, c'est un rapport à l'autre qui est très particulier. En fait, si ta vie... Institutionnel, ouais. Il n'y a pas de relation... Enfin, c'est très carré, très institutionnel et tu sors pas du tout de... Enfin, tu laisses pas la place au plaisir, entre guillemets, quoi, au loisir. En fait, elle disait la notion de plaisir. Et puis, c'est aussi... Et ça, c'est un truc dans la culture c'est vraiment cette idée d'injonction. Tu vois, quand je dis, elle les amène au musée, ça peut paraître hyper prétentieux, mais comme ça, elle les amène par la main. Parce qu'il y a ça aussi dans la culture, ça peut être très infantilisant d'arriver et de dire, bon, bah, on va mettre ça en place parce que vous avez besoin de lire ces livres-là qui parlent de ces histoires-là. Vous avez besoin de lire ces films parce que on a besoin de vous éduquer culturellement. Non, il faut savoir, oui, demander aux gens qui ont besoin, mais aussi ce dont ils ont envie.
Et moi, au niveau culturel, je me suis rendu compte qu'il y a en France, je trouve qu'il y a vraiment plein de politiques qui sont mises en place. Franchement, il y a plein de trucs. Honnêtement, il y a vraiment, mais il y a plein de gens, en fait, qui n'y ont pas accès ou qui se sentent pas légitimes d'occuper certains espaces culturels, ou même, en fait, qui ne connaissent pas l'information. Mais des fois, en fait, ça correspond pas à la réalité, en fait, à l'ancrage territorial, à leur réalité socio-économique. J'ai un truc tout bête, mais si je dis, ouais, moi, je vais faire un festival de rap et tout, et je vais dans une ville où la démographie, en fait, c'est des personnes qui ont plus de 70 ans, ok, c'est une ouverture d'esprit et c'est génial. Mais concrètement, est-ce que c'est vraiment ce type de musique que ces personnes ont envie d'écouter? Alors, elles peuvent découvrir, mais c'est bien des fois de faire des choses, je trouve, qui correspondent aux gens. Ouais. Les enfermer et se dire non, elles vont pas faire ça. Mais des fois, on monte des projets, on dit ouais, mais on a monté de super projets, les gens sont pas volontaires. Ouais, mais en fait, est-ce que ça correspondait vraiment est-ce que tu t'es vraiment demandé si c'est ce que la personne voulait? Et donc, moi, je trouve que dans la culture, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux à prendre en compte quand on propose une politique culturelle. Donc, ça a été, c'est ça, c'est ce que ça m'a permis, Sciences Po. Et j'ai aimé aussi cette possibilité, que dans nos devoirs, on puisse avoir cette liberté de dire, de parler de sujets vraiment qui nous tenaient à cœur, d'avoir une approche transversale et en fait qui est intersectionnelle. Tu vois que, moi j'ai vu un cours sur l'environnement et c'est là que j'ai compris en fait, ouais, que ça avait un impact sur les populations toujours les plus défavorisées. C'est toujours les mêmes qui payent le plus ou qui payent en premier, tu vois. Et ça, c'est ce que j'avais pas compris sur les épidémies. Que oui, en fait, on parle d'épidémie, mais c'est lié aussi au racisme, c'est lié au sexisme, c'est lié à plein d'autres choses, à la classe sociale et autres. Donc ça j'ai aimé. Après, c'est une école, je trouve, où il y a beaucoup de pression. Des fois, c'est assez anxiogène, pas pour rien, mais c'est plus un système. Ouais, c'est un système de pensée où des fois, je me dis, mais est-ce qu'on a besoin de se mettre dans ces états? Est-ce qu'on a besoin des fois d'arriver en pleurant? Est-ce qu'on a besoin de sacrifier notre sommeil, notre santé? Ça, c'est des choses. Cette pression, tu la ressens, enfin, tu la reçois de la part de qui? Des professeurs, de la direction, des autres élèves? Cette pression, en fait, je pense qu'on se la met, cette pression, et je pense que tout le monde n'y met pas les mêmes choses. Moi, j'ai commencé Sciences Po en étant boursière et après, je ne l'étais plus. Et dans les deux cas, en fait, j'avais des pressions d'une façon boursière. Déjà, des fois, on peut un peu te faire sentir que toi, tu n'as pas un sentiment de légitimité parce que et quand tu es boursière, alors, c'est un privilège de ne pas être boursier. Ça veut dire que ta situation te le permet et heureusement, mais ça n'empêche que ça représente un réel coût. Ça représente un réel coût et il y a ce côté de, en fait, là, si je rate, je pourrais pas, en fait, je pourrais pas payer enfin, là, j'ai pu payer ça, mais je pourrais pas. Alors, bien sûr, moi, j'ai été aidée je dis bien sûr. Dans mon cas, en tout cas, j'ai été aidée par mes parents, mais j'ai quand même dû prendre un crédit. Et tu vois, ça, en fait, il y a plein de jeunes qui prennent des crédits, mais c'est quand même, faut le rembourser, quoi. C'est ça, oui, c'est pas rien, oui. Après, la pression, ça peut être si tu te mets en concurrence avec les autres élèves, ça peut être les profs. Il y a des profs, moi, que je trouvais, mais je trouvais ça grave, en fait. Mais vraiment, il y a des profs, quand je disais le nom des profs que j'avais, tout le monde disait, ah oui, mais tu vas passer une année horrible. Et je dis, en fait, c'est connu. En fait, tout le monde le sait. On va passer. Ok, non. Je dis, mais donc c'est acté. Donc tout le monde sait que la personne est ouais, pour moi, enfin, à un moment donné, si depuis des années on te dit que c'est le pire prof, mais pas seulement parce qu'il note mal, mais parce qu'il te sac d'une façon pas possible, ouais, c'est une question, ouais. Tu vois, ça c'est. Et aussi pour la santé, il y a ce côté où quand tu as des problèmes de santé, tu vois, à Sciences Po, il y a cette règle au niveau de l'assiduité que dans une matière, à partir du moment où tu rates, enfin, tu es absent plus de 2 fois, tu es défaillant. C'est même pas. Enfin, tu es défaillant. Genre, tu n'as pas validé la matière. Même si tu as les certificats, tu vois. Il n'y a pas de. Oui, mais tu vois, j'ai été absente 5 fois, mais j'ai donné les certificats. Non, en fait, tu es défaillant. Ouais, même si tu as justifié tes absences. Ouais. Et en fait, un jury se réunit pour étudier ton cas. Et après, voilà, il y en a qui étaient absents, en effet, plusieurs fois et qui après ont pu. On lève la défaillance. Mais en fait, c'est un stress de se dire que tu es défaillant. Et ça, c'est un truc qui me pose vraiment
question et même qui me pose problème parce que je me dis, mais il y en a en fait qui ruinent leur santé parce qu'en fait, c'est comme si on ne peut pas se permettre d'être malade en fait. On peut pas. Et quand tu as des examens, tu as des rendez-vous médicaux. Quand c'est des rendez-vous médicaux chez des spécialistes, tu choisis pas la date. Hein. Ouais, et la date, elle est dans 4 mois. Et en fait, la personne, elle te dit c'est tel créneau. Tu lui dis j'ai cours d'économie. Elle te dit bah écoute, on vient te faire. Et ça c'est un souci. Moi, j'ai eu une dispense d'assiduité pour 1 année. Et en fait, les justificatifs qu'il fallait donner. Et on peut me dire, bah, c'est normal, parce que dans ce cas-là, tout le monde va venir et tout le monde va dire. Pas avoir accès à ce genre d'infos. Enfin, l'école, elle a le droit de se permettre de demander autant de. Ouais, moi, j'ai dû remplir des formulaires, en fait, où mon médecin traitant devait expliquer pourquoi j'avais telle ou telle acidité. Le spécialiste, il a fallu donner des résultats. Enfin, c'était extrêmement intrusif, des résultats. Je sais pas si c'est légal, ça, mais enfin, d'avoir les résultats médicaux, c'est chaud. En fait, tu notes le nom de la pathologie, sachant que ça peut être des pathologies, on va dire, chroniques, temporaires, physiques, psychiques, enfin, ça peut être plein de choses diverses et variées. En tout cas, ça passe par la médecine. En fait, à Sciences Po, il y a un service de médecine, donc si eux, en fait, ils exigent un truc, ouais. Pour les médecins, quand je dis à Sciences Po, c'est pas à ma professeure, je me suis peut-être mal expliqué. Oui. C'est plus... ouais, la médecine, après tu pars chez le médecin des étudiants qui voit, qui valide, et puis en fonction de ta pathologie et de la façon dont ça influe, on va dire, sur tes études, on voit comment ça s'adapte. Il y a des vrais médecins. Ok, d'accord. J'avais pas compris. Et justement, quand on sait, quand tu as une dispense d'assiduité donc il y en a qui peuvent être attachés au pôle handicap ou autre, là, les professeurs ou responsables pédagogiques ne sont pas au courant. Des fois, il y en a qui sont dans la classe qui ne le savent pas. Tu n'as pas une étiquette. Et je dis ça, et en même temps, il y a ce côté où moi, je trouve qu'au niveau médical, il y a une vraie écoute. C'est-à-dire que, bon, une fois qu'ils ont vu que c'était vrai, parce que c'est un peu ce côté de tout le temps prouver, c'est ça les justificatifs, c'est tu apportes la preuve. Il y a vraiment des choses qui sont mises en place. Honnêtement, moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui avaient eu des problèmes d'ordre. Là, c'est plus, dans les cas avec lesquels j'ai pu échanger, c'était d'ordre psychologique. Et il y a eu une compréhension, alors que les gens, la maladie mentale, c'est pas forcément des choses qu'ils prennent tout le temps en compte. Et je sais que j'ai pu avoir des locaux, ou même pas forcément maladie psychologique, mais en fait, il y a des choses qui sont mises en place, tu peux avoir ça. Et à Sciences Po, moi, je trouve que j'ai eu des interlocuteurs et interlocutrices qui étaient assez ouverts, et pas seulement au niveau des problèmes de santé et autres. Je trouvais que, en fait, quand tu trouves la bonne personne à t'adresser, à laquelle t'adresser, il y a vraiment un dialogue. Moi, franchement, quand j'ai eu besoin de faire appel, bon, faut trouver la bonne personne. Parce qu'il y a des personnes qui voilà, mais une fois que tu as trouvé la bonne personne, tu peux vraiment discuter. Alors, tout le monde n'a pas ses besoins, mais quand tu as tel ou tel, je sais pas, là, c'est même pas d'ordre de santé, mais tu as besoin d'un conseil pour l'orientation, ou il y a ci ou ça. Moi, ouais, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper. Donc, c'est ça qui est assez paradoxal. Et tu entendras plusieurs sons de cloche. Tu as des gens qui te diront, ouais, on ne peut pas être malade à Sciences Po parce qu'au bout de 2 absences, c'est terminé. Mais en même temps, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des personnes en fait qui peuvent faire leur scolarité de manière différente et adaptée, tu vois, adaptée à leur besoin. Tout bête, je devais rendre des livres à la bibliothèque. Bon, voilà, c'est le podcast, c'est ça. C'est en lien avec la littérature. Et vraiment, j'avais été opérée et il a fallu que j'amène un justificatif pour montrer au vu de mon opération, j'avais pas pu rendre les livres. Je me disais, bon, on est quand même sur des livres à la bibliothèque, c'est pas une affaire d'État. Oui, c'est ça, c'est chaud. Parce que je me disais, mais en fait, ça t'a pas à savoir, en fait, que... Bah oui. C'est pour ça que je disais, en fait, autant je peux comprendre pour des examens ou pour des cours, ok, bon, ils ont besoin d'absence, mais bon, t'as pas besoin d'être hyper intrusif pour n'importe quel retard, quoi. C'est au gradué, quoi. Mais ouais.
Et surtout, même quand il y a eu les périodes Covid, fallait, enfin, oui, bon, j'ai eu le Covid, quoi. Donc, ouais, mais bon, il y a Ok. il y a du positif et du négatif. Donc, voilà, c'est un retour positif, mais contrasté sur certains aspects, Mm. comme tout. Ouais, comme partout. Ça marche. Bah, merci pour. Alors moi, j'ai fait un DUT en mesure physique à Orsay. Donc c'est un diplôme technologique qui se passe en... Enfin, à l'époque, ça se passait en 2 ans. Maintenant, c'est devenu un bachelor qui se passe en 3 ans. Et donc, en gros, j'ai pu avoir des fondamentaux des sciences, quoi, avec des matières pluridisciplinaires autour des maths, de la physique-chimie, de l'informatique. Ouais, voilà. Et après, dans chaque grande matière, on a des sous-matières, entre guillemets. Parce que maths, physique, chimie, ça reste c'est très, très global, on va dire, mais dans ces matières-là, tu as pas mal de choses. Et donc ça, j'ai passé en 2 ans. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur enfin, j'ai pu y accéder sur dossier. Mhm. Et là, je me suis spécialisée en matériaux et nanotechnologie. Ok. Donc, c'est de la chimie, inorga, pour ceux qui comprendront. Et alors, avec ce diplôme, tu peux soit faire de la recherche, soit travailler en industrie. Ça peut être un peu de tout, hein. Ça peut être pharmaceutique, électronique, chimie, des matériaux. Enfin, il y a pas mal de débouchés dans le milieu scientifique. Ok. C'est pour ça que tu as rigolé tout à l'heure quand j'ai dit j'ai arrêté les maths. Ce qui est vrai, pas du tout. Mais donc, c'est bien parce que tu es vraiment l'opposé du cliché, tu vois, de ah non, il y en a qui aiment la littérature et détestent les sciences Ah et oui, les. non, bah du coup, ouais, non, j'aime les deux. Après, à l'école, j'étais pas non plus la meilleure en français. Ok. Alors, je sais pas si c'était. Je pense que c'est parce que les textes m'intéressaient pas plus que ça. Enfin, j'avais pas d'intérêt particulier pour les classiques, parce que c'est ce qu'on lisait le plus. Enfin, c'est ce que j'ai lu le plus dans ma scolarité. Par contre, après, dès que je sortais du cadre scolaire, j'adorais aller. Enfin, j'aime toujours aller en médiathèque, en bibliothèque. Enfin, les lectures perso, ça, j'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié. Mais dès que ça devenait, on va dire, scolaire, là, j'avais un peu plus de mal. Voilà. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, franchement, en français, euh, nos lectures scolaires, il y avait des classes. Mais après, je trouve qu'on avait vraiment une super prof. Euh, et elle était, on a lu vraiment du contemporain, quoi. C'était pas que du classique. Et c'est ça qui nous a permis, elle a vraiment beaucoup diversifié les lectures, quoi. C'est pas, et même en anglais, je crois que des fois aussi on devait lire des textes. Et il y en avait qui essayaient d'être un peu, ouais, d'être assez moderne, quoi. Moi, il y a pas mal d'auteurs. Est-ce que j'ai lu beaucoup de femmes à l'école? D'autres, ouais, d'auteurs et d'autrices qui étaient contemporains. Ah, Même je me souviens, enfin, sur des faits historiques, c'était des auteurs qui étaient encore vivants. Donc, d'accord. Ah ouais, ouais. non, c'était pas trop ça. Ouais, c'était un peu compliqué. Bah, enfin, ouais, c'était un peu toute la période, bah, tout ce qui est venu avant le contemporain, quoi. C'est ce qu'on étudie. Donc, ouais, moi, je me Oui, souviens de Racine, Balzac, Zola, enfin, tous les classiques qu'on peut retrouver, on va dire populaires, quoi. Mais j'avais jamais, enfin, au collège, on avait un peu de contemporain, mais je sais pas, j'arrivais pas trop à me fier aux lectures. J'arrivais mieux à les digérer, mais c'était pas non plus mon kiff, quoi. Et après, au lycée, c'est devenu très classique. Et là, c'était un peu compliqué. mais Mais moi, tu vois, j'ai une élève parce que je donne enfin, en plus, tu vois, pour les études, je donne des cours, enfin, pour les études. Enfin, c'est pas ça que c'était une étude, mais c'est de l'argent en plus, des cours particuliers en français. Et là, j'avais une élève qui est en première et qui,
je vais pas répéter son nom, mais qui va présenter à des impatientes au bac de français. Et je trouve ça génial. Ok. Et moi, du coup, je prenais son manuel et j'étais en mode, tu peux me le laisser et tout. Je l'ai embarqué pour un peu l'analyser ou à me la laisser. Et il y avait franchement beaucoup de textes contemporains et aussi d'auteurs et autrices racisés. Alors, quand je dis beaucoup, tout est relatif, mais Oui, il y en avait au moins voilà, deux. il y avait Marie Diaye, il y avait, enfin, ouais, franchement, dans le livre, alors c'est pas parce que c'est dans le livre qu'il l'étudie forcément, Mais après, mais tu peux t'inspirer. Enfin, tu vois, tu vois, ça te permet de voir et de t'intéresser aussi par toi-même, quoi. en fait, c'est les manuels scolaires, donc après, c'est les profs qui peuvent piocher. Et moi, je me suis dit, mais c'est stylé, en fait, de pouvoir venir au bac et de présenter un livre comme Les Impatientes, quoi. Et j'ai dit, oh, c'est dans la bibliothèque et tout. J'ai essayé de créer un lien entre elle et moi, mais ça n'a pas pris. C'est faux, ouais. Bah, il y a, je sais pas quand j'ai passé le bac il y a 10 ans, ouais, il y avait pas du tout, enfin, c'était pas du tout. Je peux te Pardon? demander ton âge? Je peux te Ah oui, demander ton... j'ai 27 ans. D'accord, ouais. On est de la même génération, ouais. Oui, mais il y avait pas, c'était pas du tout, c'était pas du tout au programme. Et en plus, enfin, encore là, ça a beaucoup changé, mais à l'époque, enfin, tout était imposé, quoi. Donc, tu avais un programme, ton prof t'imposait des trucs, tu pouvais pas présenter des choses qui t'appartenaient et qui faisaient partie de tes centres d'intérêt, quoi. Mais tu Donc, vois, moi, je vois vraiment la différence et je me dis, mais en fait, ils ont vraiment la possibilité de... Alors, je sais que c'est pas l'éclate, ça reste l'école, ça oui, reste... oui, ça reste scolaire, mais bon, quand même, enfin, les impatientes, quoi, c'est super. Alors, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Moi En non plus, plus, c'est une autrice camerounaise, donc, non, mais, ouais, je suis d'origine camerounaise. mais moi, je sais que pour mon TPE, j'avais pu présenter Hunger Games. Il m'avait laissé parce que j'avais lié français et histoire en parlant de l'inspiration antique par rapport aux jeux dans l'arène. Les jeux dans l'arène et les références mythologiques. Et ça, enfin, de dire bac de français, ouais, bac de français, non, c'était TPE. Pardon, en première. Tu présentes Hunger Games, quoi. Donc, moi, je trouve qu'il y avait cette liberté. Ouais, après, moi, je t'avoue que enfin, tout ce qui est conscientisation et ensuite lutte sociale et tout, j'avais pas forcément conscientisé ça avant jusqu'à très récemment. Donc, c'est vrai que je me posais pas forcément la question non plus, hein. Oui, il y a enfin, c'est certes, je mets beaucoup la faute sur l'école, mais même moi, je faisais pas ce travail-là non plus personnel sur les luttes sociales. Enfin, c'est venu beaucoup plus tard, quoi. Ok. Donc, ouais. Ouais, je me suis un peu assimilée et puis je fais ce qu'on me demandait, quoi. J'avais pas forcément cette liberté de proposer des sujets. Après, j'ai été matrixée par ma mère qui est cadre social. En fait, elle a travaillé pendant des années, enfin, elle travaille encore dans ça, à l'aide sociale à l'enfant. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, les enfants, les enfants, bon, je le dis, qui vivent des violences intrafamiliales, ou on peut dire les enfants maltraités. Donc, forcément, bah, quand tu as une maman qui est tout le temps dans le social, tu as des causes qui te touchent. Enfin, pas forcément, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué, quoi. Ça Ok. aussi. Bah, écoute, je te propose de passer à la partie sur ton projet de recherche slash ta création de contenu. Donc déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien parler bah, de à quoi consiste, enfin, en quoi consiste ton projet de recherche et pourquoi tu as décidé d'en parler sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ça s'appelle À la recherche des littératures afrodescendantes. C'est un sujet beaucoup trop large en fait, pour un projet de recherche, donc tu dois beaucoup plus le calibrer. Mais dans la bio, en fait, on peut pas mettre autant de caractères. Ah Et oui, d'accord. C'est pas l'intitulé exact, on va dire. D'accord. ça, c'est plutôt l'idée. En fait, c'est ce qui m'intéresse parce que quand je me suis remise à lire en 2023. En fait, en rentrant à Sciences Po, j'ai arrêté de lire parce que voilà, je me suis beaucoup consacrée à l'école et puis voilà, c'est une passion qui est vraiment passée à la trappe. Et puis
voilà, la musique, par exemple, a pris beaucoup, beaucoup plus de place dans ma vie, notamment le rap, et puis, voilà, l'écriture aussi. Donc, bon, j'ai beaucoup moins lu. J'ai beaucoup moins lu, et puis mon style de lecture, mes goûts de lecture ont évolué. Moi, je lisais beaucoup, tu vois, je t'ai parlé d'Hunger Games, donc beaucoup de YA, Young Adult, donc la littérature jeune adulte. Et puis, au bout d'un moment, ça me lassait, pardon. Les triangles. Ça m'arrive de faire des fois des inversions. Les triangles amoureux, les mêmes, comme on dit, les mêmes tropes, les mêmes schémas et tout. J'étais un peu blasée. J'avais pas trop aimé les classiques que j'avais lus à l'école en français, à part Balzac. Voilà. J'avais pas trop adhéré. Et aussi les livres, les pièces de théâtre qui reprenaient les mythes grecs, mais à part ça, voilà, j'avais pas du tout accroché. J'avais été traumatisée par Édipe Roi de Sophocle, j'en pouvais plus, quoi. Donc, j'ai moins lu. Puis j'avais beaucoup lu, je pense, aussi pour les cours, donc voilà. Et en 2023, je me suis dit, non, écoute, faut que tu te remettes dans le mood de la lecture, c'était ta passion. Et ça l'est toujours été, même quand je lisais pas, en fait, dans ma tête, en tout cas, je lisais. Enfin, je me considérais encore comme passionnée. Et quand j'ai commencé à vouloir relire, bon, je me voyais pas lire du young adult, et pas une question d'âge, hein, pas dans ce sens-là, mais c'est juste, tu sais, c'était une autre phase de ma vie, quoi. Je voulais autre chose. Bon, pourquoi pas aller sur des contemporains et autres. Et puis je me suis dit, bon, bah, il serait peut-être temps d'avoir des personnages qui me ressemblent. Et en fait, moi, avant de chercher des auteurisses noirs ou afrodescendants, enfin, moi, là, je vais dire noir pour faire plus simple. Je cherchais des personnages, tu vois, des personnages noirs, et puis des récits qui me parlaient, sachant que dans ma vie, j'avais toujours fui les récits autour de l'esclavage. En fait, c'était trop douloureux. J'avais pas envie de lire ça quand j'étais petite. Ma mère, elle nous a traumatisés avec ces films sur Racine. Elle voulait qu'on aille voir 12 Years a Slave, le Major. Que des choses, Selma, tu vois, des trucs hyper lourds, quoi. On ressortait de là, on me disait, mais on a trop souffert, tu vois. Et donc, j'avais toujours fui ça, parce que c'était trop violent pour moi, en tout cas, c'est ce que j'estimais. Et là, en fait, je m'étais dit, non, j'aime pas trop ça, mais en fait, j'avais envie de m'y intéresser, et puis je me disais, mais en fait, je trouve que j'avais lu beaucoup de livres, mais j'étais incapable de te citer des livres d'auteurisme noir, et je trouvais pas ça normal. Tu vois, si je faisais un ratio, autant je sais qu'il y a des personnes qui s'intéressent beaucoup au genre des auteuristes qui lisent, autant moi, j'ai pas vraiment eu besoin de faire ce ratio, en tout cas selon moi, hein, parce que en jeunesse, il y avait quand même pas mal de femmes qui étaient représentées, je trouve. De ce que j'ai lu, de moi, de ma vision des choses. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais c'est l'expérience en tout cas que j'avais l'impression d'avoir. Et je me suis dit, non, là, j'ai commencé à chercher des auteurs noirs, des auteuristes noirs. Mais en fait, quand tu arrives en bibliothèque, que tu dis ça, bah, les gens te regardent, bah, pourquoi tu cherches des noirs. Enfin, c'est bizarre de dire, enfin, et du coup, je disais littérature africaine, puisqu'en fait, ouais, ça c'est un peu le fourre-tout des... tu vas trouver des Antillais. Donc, voilà. Et quand je disais ça, les gens, en fait, me disaient, mais moi, je ne suis pas spécialiste. Mais en fait, c'est hyper étrange, tu vois, de répondre ça. En fait, tu n'as pas besoin d'être spécialiste pour enfin, c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est... enfin, c'est... En fait, c'est cette idée que pour lire de la littérature afrodescendante, il faut être spécialiste ou il faut être passionné par ça. Non, en fait, c'est un type, enfin, c'est même pas un type de littérature, c'est une ère, on va dire, géographique, et encore afrodescendant, c'est tellement large que je ne sais même pas si le terme est le bon. Mais donc, j'ai commencé à voir que c'était compliqué. C'est-à-dire que quand je posais la question, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, bah, c'était Chimamanda Ngozi Adichie qui ressortait beaucoup. Après, c'était aussi ceux qui avaient eu des prix littéraires, en fait. Par exemple, Marine Diaye, mais on avait très vite fait le tour. Et Toni Morrison, tu vois, mais à part ces références, on se regardait dans le blanc des yeux et puis on me disait, oui, mais il y a ce livre qui parle de l'Afrique. Ok, mais bon, la façon dont il en parle, est-ce que c'est correct? Je suis pas sûre que ce soit ce que je recherche, quoi. Donc, en fait, tu vois, rien que le terme à la recherche, parce qu'en fait, j'ai dû... Ouais, c'est ce que j'allais dire, du coup, bah déjà, rien que la première partie de ton sujet, ça montre à quel point il faut mettre
un certain accent et faire un certain effort quand tu veux chercher des littératures écrites par des auteurs et autrices noirs ou même racisés de manière générale, c'est qu'on est toujours obligé de chercher, de faire de la veille. C'est fatigant. J'adore ça, mais bon, est-ce que c'est juste que je dois en arriver là, tu vois, pour Ah, mais proposer moi, des trucs. moi, pour ça, ce serait ma passion, ça me dérangerait pas. Mais bon, c'est. T'as pas que ça, pardon. Enfin, c'est le truc, c'est qu'on aimerait bien aussi que les choses soient à notre portée, quoi. C'est juste ça que je veux dire. Ouais. Mais tu vois, au début, moi, naïvement, comme je ne trouvais pas, je me suis dit, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas. Et puis, en fait, il y a peu d'auteurs et autrices enfin, je ne sais pas ce que je me disais. En tout cas, je me disais, il y a peu. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je ne les voyais pas. Et quand moi, je me disais oui, en fait, parce que comme tu dis, le milieu de l'édition, en fait, tu vois, dans le milieu de l'édition, il y a quand même des auteurs. Il y en a. Ils n'ont pas tout. Ils bénéficient de. Et on pourrait même parler, pas d'un tel de mode, mais en fait, il y a et quand j'allais dans les bibliothèques, même là, quand je rentre dans les bibliothèques, maintenant que je connais les autoristes, en fait, je me rends compte qu'ils sont là, ils ne sont pas cachés, tu vois, c'est pas ah non, non, rien de tel ou tel autoriste. Ils sont présents, mais ils sont, il n'y a pas cette, en fait, c'est-à-dire que même les personnes qui travaillent dedans, alors je parle pas de tout le monde, hein, mais je parle de plusieurs expériences que j'ai pu avoir, en fait, on ne sait pas forcément, tu vois, on n'a pas les noms en tête. Je suis quelqu'un, je vais dans les bibliothèques depuis toujours. Je passe mon temps dans les bibliothèques. Carrément, une fois, j'ai appelé ma bibliothèque, je sais plus pourquoi, peut-être, je sais même plus pourquoi je les appelais. Ils me disaient, ah oui, j'ai reconnu votre voix parce que je suis toujours dans les. Ah ouais, d'accord. Oui, ça de là. Oui, non, je suis tout le temps en bibliothèque. Vraiment, je passe ma vie là-bas. Et donc, c'était des livres qui étaient sous mes yeux, mais que j'ai jamais vus parce que dans ma tête, enfin, je reconnaissais pas les noms. J'avais pas. Donc, c'est en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la recherche dans le sens il faut chercher, il faut partir loin. Et ça, c'est un truc dans la conception de la littérature afrodescendante. C'est pas quelque chose de lointain. C'est pas quelque chose. T'as pas besoin d'aller dans. Enfin, c'est bien d'aller dans les espaces spécialisés qui les mettent en avant, qui les visibilisent. C'est très important. Mais en fait, il y en a. C'est là. C'est juste que on n'a pas forcément accès à ça. Il y a un truc tout bête, tu vois, le Salon du livre africain de Paris, c'est dans la mairie du 6e arrondissement. C'est un événement qui est gratuit. Et en fait, il y a plein de personnes qui sont intéressées par la littérature. Non, peut-être pas plein. Mais je sais qu'il y a des gens voilà, qui sont open, tu vois, qui sont intéressés par la littérature afrodescendante, mais qui n'étaient pas au courant de cet événement, tu vois. Même, bon, après, j'ai pas vraiment étudié la communication qui a été faite autour de cet événement. Mais je me souviens, j'étais dans une bibliothèque du 6e. Et je disais, oui, vous savez, il y a le salon et tout, je vais y aller. Elle me disait, de quel salon? Je dis, bah, et en plus, c'était une personne qui était ouverte, tu vois, sur les autres littératures, tu vois. C'est ça, en fait, c'est pas un rejet. Enfin, bon, c'est un rejet, mais pour d'autres personnes, c'est juste que c'est pas conscientisé, quoi. Et il y a le salon du livre africain de Paris, c'était à 5 minutes à pied. Ah, et tu vois, c'était vraiment dans l'hôtel de ville de la mairie du 6e. Ouais, donc c'est allé, enfin, pas cette année, mais la 2023. Ouais. Dernière. Ouais. Je regarde là-bas parce que j'ai l'affiche, pardon. J'y étais. Pardon? J'y étais aussi, ouais, en 2023 et cette année. Ok. Et en fait, une personne, tu vois, qui est bibliothécaire, savait, et c'est normal, ils ne peuvent pas tout savoir, attention, hein, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Il y a plein d'événements, tu vois. Il y a des livres, sur Paris en tout cas, pour la littérature afrodescendante, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui existent. Tu as des clubs de lecture, tu as quand même accès à plusieurs choses. Et en fait, je me suis rendu compte que est-ce qu'on est vraiment dans une question de recherche d'un truc de faire des investigations, de chercher des livres qui sont plus édités, des auteurs dont les noms ont disparu? Non, pas du tout. On est pour moi, l'enjeu, c'est la visibilité, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont présents, est-ce qu'on en a conscience, est-ce qu'on les met en avant, est-ce qu'on les lit? Et donc, à la recherche des littératures afrodescendantes, en fait, le titre, très long, c'est à la recherche des littératures afrodescendantes en bibliothèque, quelle politique documentaire et valorisation des fonds. Et pour mener ce projet, je me suis rendue dans
les bibliothèques de près de la ville de Paris. Et j'ai interrogé les personnes qui voulaient. Et franchement, je vais pas mentir, les personnes étaient très ouvertes. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup la bibliothèque Goutte d'Or et la bibliothèque Couronne. Et d'ailleurs, il faut bien que je prononce le nom parce que Couronne, c'est un auteur, c'est Monsieur Naguib Mahfouz. Oh là, j'ai peur de mal le dire. Excuse-moi, je prends juste le temps de bien le dire parce qu'on m'a dit que c'était. Enfin, c'est pas seulement qu'on me l'a dit, c'est important, tu vois, de dire les auteurs. J'ai déjà entendu parler de cet auteur, mais je le prononce mal. C'est un auteur égyptien, c'est Naguib Mahfouz, mais je sais que c'est pas comme ça qu'on prononce. Ça doit être Mahfouz. Bon, je sais pas. Tu en as déjà entendu parler? Non, je connais pas du tout. Ok. Bon, désolée au passage pour cette bibliothèque, mais en tout cas, donc c'est des bibliothèques qui avaient et qui ont des fonds spécialisés en littérature africaine. Et donc, en fait, moi, par rapport à ça, je m'intéressais à différentes questions, c'est-à-dire, tu vois, à Paris, il y a plein d'arrondissements, il y a plein de réalités socio-économiques différentes. Donc, je voulais comprendre, ces bibliothèques-là, elles sont dans le 18e arrondissement et dans le 20e arrondissement. Donc, tu vois, c'est pas anodin. Je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'on développe ces fonds de littérature africaine dans tel ou tel arrondissement. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est des arrondissements où on se dit qu'il y a plus d'Africains? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que on veut en fait impliquer ces populations dans la bibliothèque en leur disant vous voyez, on prend en compte vos réalités et des récits dans lesquels vous pouvez vous retrouver, l'importance de la représentation. Est-ce que c'est comme c'est des je grossis, hein, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est les hypothèses en fait avec lesquelles j'allais. Est-ce que c'est oui, en fait, ces personnes vont s'intéresser qu'à ça, tu vois. Pourquoi, en fait, on va développer un fonds spécialisé dans tel endroit? Parce que ça peut être aussi intéressant de mettre un livre en littérature africaine, peut-être dans un quartier où il n'y a pas tant de diversité ethnique ou mixité sociale, où on peut la nommer comme on veut. Et de voir, en fait, que oui, en fait, ça peut créer une ouverture d'esprit, ça peut créer des dialogues. Donc ça, c'était qu'est-ce que ça veut dire sur la population et qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'on veut faire avec cette population quand on met en place ces fonds spécialisés en littérature africaine. Ensuite, ma question, c'était à l'intérieur de la bibliothèque, où sont situés ces fonds, ces espaces? Est-ce que si je vais dans une bibliothèque et que le fonds littérature africaine, il est au 7e étage sans ascenseur, est-ce que c'est accessible ou pas? Tu vois? Est-ce qu'il est caché tout là-bas, qu'il faut le chercher? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est à l'entrée? Sachant que dans les bibliothèques, il y a vraiment les aménagements de la bibliothèque à l'intérieur, ça correspond. C'est pour faciliter le parcours des usagers. Il y a une logique, tu vois. Et en fait, quand j'ai parlé avec les personnes que je remercie au passage, donc j'ai parlé avec la responsable de la bibliothèque Goutte d'Or et la responsable du fonds Afrique, ouais, il s'appelle le fonds Afrique à la bibliothèque Couronne Naguib Mahfouz. J'ai vu, en fait, j'ai compris, et même en échangeant avec d'autres bibliothèques, parce qu'en fait, là, c'est les personnes avec lesquelles j'ai échangé, mais j'ai aussi échangé avec d'autres personnes, d'autres bibliothèques qui n'avaient pas développé ces fonds, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas un fonds spécialisé qu'il n'y a pas des actions en faveur des littératures afrodescendantes, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'était un peu cette nuance, c'est-à-dire où se trouvent ces littératures-là et qu'est-ce qu'on fait quand elles sont là? Est-ce qu'on les met à part, est-ce qu'on les met dans un emplacement? Parce qu'en fait, si on les met dans un emplacement à part avec écrit Afrique, je grossis, hein, on peut passer de la valorisation à la marginalisation. C'est-à-dire que ça peut être plus facile pour les personnes de se repérer, c'est-à-dire je rentre dans le lieu et moi je cherche de la littérature africaine. Oh ça tombe bien, il y a tout un meuble où il y a écrit Afrique et je n'ai qu'à plonger gaiement et prendre ce que je veux. Donc ça c'est bien parce que pour l'usager j'ai facilement accès à l'information, je cherche facilement ce que je veux et puis même les personnes en fait peuvent voir, même celles qui venaient pas pour ça peuvent avoir accès. Mais ça peut aussi être une marginalisation parce que ça veut dire que si tu veux lire ce livre, il faudrait que tu veuilles faire cette démarche d'aller dans cet espace de la bibliothèque. Et on pourrait se dire,
non, mais c'est bon, c'est une bibliothèque. Mais non, en fait, dans les bibliothèques, il y a des gens qui vont que dans un seul espace. Il y a des gens qui vont qu'à l'espace BD. Il y a des gens qui vont qu'à l'espace jeunesse, qui vont qu'à l'espace presse. Donc, le fait de le mettre dans un autre fond, en fait, ça met la littérature à part des fois. Et moi, je sais pas, je suis pas en train de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Je dis juste en fait, quand j'ai fait mes recherches et autres, ce que j'ai pu en conclure à travers les échanges, à travers mes observations et moi à travers mes usages et mes pratiques. Et que ça donne cette idée que en fait, une personne en fait pourra passer à côté d'un roman parce qu'elle se dit, bah, moi la littérature africaine, enfin c'est pas mon truc, je connais pas. Et en fait, elle va que aller en littérature générale. Et en fait, elle va passer à côté de plein de choses. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met dans la littérature africaine? Et c'est ça, en fait, moi, c'était aussi aller dans ces rayons-là, voir ce qu'on y mettait. Alors, je précise, Bibliothèque Goutte d'Or, il n'y a plus le fonds littérature africaine. Il n'existe plus. Ah, d'accord. Enfin bref, il n'existe plus. Mais qu'est-ce qu'on y met? C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire quand, dans la littérature africaine, on retrouve des auteurs martiniquais? Tu vois, c'est quelle conception on a de l'Afrique? Et il y a vraiment des nuances parce que, oui, littérature africaine, mais il y a littérature africaine francophone, littérature africaine anglophone. C'est pas les, il y en a d'autres, tu vois, il y a lusophone et d'autres, mais c'est pas les mêmes langues, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes aires géographiques. Et des fois, peut-être que je vais trouver plus de similitudes entre un livre dit classé en littérature française et un livre congolais qu'entre un livre congolais et un livre nigérian, parce que c'est pas les mêmes au niveau de la colonisation, c'est pas les mêmes histoires. En fait, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes références, parce que ces auteurs africains, ils sont baignés en fait de littérature française, et des fois on leur refuse cet accès à la littérature et on voit en fait que la littérature afrodescendante, ou même les gens parlent généralement de littérature africaine, se définit par rapport à la littérature française. Sauf que dans la littérature française, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas que des auteurs français. La littérature française, on peut la comprendre de différentes façons. Ça peut être la littérature qui est écrite en langue française. Ça peut être la littérature qui est écrite par des personnes de nationalité française. Mais ça peut aussi être de la littérature qui est écrite par des personnes qui sont nées en France. Donc, il y a différentes conceptions. Oui. Et il y a aucun si tu définis pas bien, ça peut vite être pas clair et... Ouais. Mais c'est ça. Et le problème en bibliothèque, c'est qu'on doit classer. C'est une obligation pour que les usagers aussi, il faut qu'ils sachent se repérer. Sauf que les identités sont tellement plurielles, il y a tellement de noms, cette classification, elle est très... en fait, on fait des choix. À un moment donné, tu fais un choix. Cet auteur, tu le mets en littérature africaine ou tu le mets en littérature française? Comment toi, tu le perçois? Mais avec la classification d'Iway, en fait, tu dois respecter les codes littérature française. Et même, tu vois, cette classification, elle a été remise en question parce que, en fait, c'est tout bête, mais en fait, quand tu classes, en fait, il y a des biais, en fait, tu mets quelque chose. C'est-à-dire que pourquoi la littérature africaine, elle se retrouve à la fin de la liste? Tu vois, c'est pourquoi, et même quand tu le vois, en fait, quand tu vas dans les bibliothèques, en fait, tu vois dans le détail que il y a une surreprésentation des littératures occidentales. Et ça ne représente pas la production. Après, est-ce que c'est normal que dans certaines aires géographiques, on parle plus en fait de la littérature du pays? Oui, ça je peux le comprendre, mais des fois c'est quand même disproportionné. Moi, comme c'est pensé dans les cartes, les planisphères, où en fait la taille de l'Afrique enfin c'est pas la taille de l'Afrique. Ouais. C'est une représentation du monde. Et on pourrait dire, mais c'est juste un classement de bibliothèque, pourquoi tu te prends la tête? Mais parce que ça veut dire quelque chose, tu vois. Moi, je suis martiniquaise congolaise. Si j'écris un livre, mais où est-ce qu'on va me classer? Est-ce qu'on va me classer en littérature africaine alors que je suis jamais allée en Afrique? Tu vois, ce serait étrange. Et si moi, mon livre, il parle d'une personne qui vit en France, mais pourquoi on va me mettre en littérature africaine? Et la Martinique, alors? On est pluriel. Il y a pas... et puis même les nationalités, parce que il y en a, en fait, il y a des politiques dans les bibliothèques où c'est la politique documentaire, donc comment on classe, et puis comment on classe ces livres, leur acquisition, comment on gère, en fait, les fonds, les documents, c'est je vais te classer en fonction du pays où tu es né, ton pays de naissance. Et en fait, c'est toujours des fois être attaché à son pays de naissance. Et tu vois, on est dans un truc où on nous dit qu'il faut s'intégrer et autres. Et pourtant, on est tout le temps dans la société, tu vois, on est tout le
tout le temps renvoyer. Même si on te dit, oui, t'es français, mais on va toujours te dire, mais tu viens d'où? Alors que pourtant, et c'est toutes ces questions, je me suis beaucoup étendue sur le sujet, parce qu'en fait, ça montre cette complexité. Et moi, en cherchant, tu vois, quand même, je suis habituée aux bibliothèques. Des fois, il y a des noms que j'ai commencé à connaître au niveau des auteuristes afro-noirs. Mais clairement, des fois, je les trouve pas. Je les trouve pas parce que je sais pas si dans la tête de la personne, est-ce qu'elle l'a mis en littérature française ou africaine, tu vois. Et en fait, moi, je me souviens, une fois, j'étais dans une bibliothèque et je cherchais Emily Bloom, qui je sais même pas si elle est franco-camerounaise. Je sais même pas. Moi, je dis qu'elle est camerounaise, mais en fait, je ne connais pas sa nationalité. Je te dis ça tout de suite. Et elle était en littérature africaine. Et je disais, mais pourquoi vous l'avez mise en littérature africaine? C'était juste par curiosité, tu vois. C'était même pas pour faire des histoires. Elle est... En fait, ils la définissent comme une autrice romancière camerounaise d'expression française. Donc, elle est née au Cameroun. Et donc, je lui demandais, tu vois, la raison. Et elle me disait, non, mais on l'a mise littérature africaine parce qu'elle est camerounaise. Enfin, elle est née au Cameroun, donc voilà. Mais en fait, j'étais en mode, oui, mais là, je parlais d'une autre autrice. Et en fait, elle aussi, tu vois, elle était née dans un pays africain. Il disait, oui, bon. Et en fait, il n'y avait pas de... Et c'est normal, tu vois, c'est compliqué d'avoir un consensus. Mais c'est juste qu'en fait, dans les recherches, en fait, des fois, tu ne trouves pas les auteurs parce que c'est là où tu penses qu'ils pourraient être classés, quoi. Justement, en fait, quand je dis qu'une personne est camerounaise ou camerounaise, en fait, c'est pas de sa nationalité. En fait, c'est parce qu'on se définit beaucoup par nos origines. En fait, c'est très vague. Quand tu vois, je te dis congolaise, martiniquaise, qui n'est pas vécu, mais pourquoi c'est mes origines? Donc voilà, moi, c'est toutes ces questions que je me posais et que je continue de me poser. En fait, je continue mes recherches et j'aimerais mettre des réflexions dans une revue, en fait. En cherchant ces littératures, moi, ça me fait beaucoup réfléchir, en fait, sur moi-même, sur ma place dans la société française. Et puis aussi les récits. En fait, quand tu lis ces récits-là, en fait, ça, par exemple, je pense à Pays en nous de Jessica Aubier. Ben, en fait, l'histoire, c'est pas ce que j'ai vécu, mais c'est dans ma famille, tu vois, le BIMIDOM, excuse-moi, c'est la politique migratoire qui a été mise en place des années 60 aux années 80, où en fait, il y a beaucoup d'Antillais qui sont venus en France métropolitaine pour travailler, en fait, parce qu'il y avait ce besoin démographique. Enfin bref, allez lire la BD, c'est trop bien. Ça me renvoie, en fait, à quelque chose. Et en fait, pour moi, en recherchant ces littératures, c'est une manière aussi de me chercher, d'aller sur les traces, en fait, de mon histoire, puisque cette histoire-là, bah, bizarrement, j'y ai plus accès en fiction qu'en non-fiction. Et là, dernièrement, j'étais encore à Goutte d'Or puisque je passe ma vie en biblio, comme je t'ai dit, et je cherchais des livres sur les Antilles et j'avais vraiment du mal à en trouver. Et j'en parlais avec une bibliothécaire qui me disait, oui, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en fait, il y en a, mais c'est juste qu'on les connaît pas encore. Et un truc que je trouve dommage, tu vois, c'est que je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressources au niveau de l'histoire afro-américaine. Je trouve qu'il y a pas mal de choses. Même sur et aussi faire ce lien aussi avec le parcours en littérature, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs noirs, en fait, d'auteuristes noirs qui disaient qu'on leur refusait le droit à l'universalité en tant qu'auteuriste noir, que forcément il fallait qu'ils parlent de l'Afrique, forcément qu'il fallait qu'ils parlent des thématiques, où on allait toujours les inviter dans des tables rondes sur l'Afrique. Ben non, c'est de la littérature, point barre. C'est que il y a des sur la littérature afrodescendante, il y en a plein, il y a des particularités, tu as des traditions que tu retrouves, un style d'écriture, des fois qui traduisent des manières aussi de fonctionner ou de parler, et même le rapport à la langue. Et c'est pour ça que la littérature africaine francophone, tu vois que oui, c'est le français, mais il n'est pas manié de la même façon, tu vois. Et ça dit beaucoup de choses sur la langue, comme elle a pu être un outil de domination, excuse-moi, pendant la colonisation. Mais c'est aussi cette volonté j'ai pas envie de pas dire en faire tout un drame, mais des fois c'est pas si lointain, c'est très accessible la littérature afro. C'est une littérature point, en fait. C'est à un moment donné, cette étiquette, ça peut devenir un stigmate. Moi, je comprends. En fait, il faut éviter, enfin, comment dire, il faut dédramatiser. Je sais pas comment expliquer, mais il faut aussi que les professionnels du livre se disent que leur public, on a envie de lire un peu de tout, quoi, et qu'on devrait pas
prendre peur ou ne pas se sentir légitime de conseiller des ouvrages qui touchent pas directement les gens qui peuvent orienter le public, quoi. Mais c'est ça, mais en fait, c'est que trop souvent, on se dit, oui, mais ça va pas toucher telle autre personne. Mais des fois, il y a des histoires. En fait, des fois, tu peux te raccrocher, en fait, ça dépend comment tu perçois la chose. Voilà, c'est plutôt. Et le média, donc intensité, en fait, moi, j'ai commencé par Bookstagram, mais je voulais faire un travail sur l'écriture, sur la rédaction d'une revue et aussi sur le lancement d'un podcast. Ah, et le but, c'est tu utilisais un peu, tu as fait une story, je crois, où tu utilisais avec ton micro. Et je me suis dit, une communication vraiment, une concurrence à un lectorat minoré. Alors, venez, il en faut plus des médias comme ça. Et c'était en fait, moi, le but, tu vois, c'est de promouvoir la littérature afrodescendante, les récits marginalisés, et de faire ça, la formulation, je l'ai entendue de la bouche de Beata Omoyui-Merès. Franchement, la prononciation, je suis pareil en anglais, je suis horrible en prononciation, donc faut pas, no offense. C'est moi le problème dans l'histoire. Qui disait en fait faire un pont, pardon, entre la fiction et les sciences sociales. Moi, c'est hyper important de mettre en perspective les lectures et de montrer comment, tu vois, là, j'ai lu Germinal. Ça dit plein de choses sur la condition ouvrière, pas que sur ça, mais sur plein de choses, sur les luttes de classe et autres. Il y a plein de choses en fait dans les littératures qui peut se lier. Et c'était aussi moi cette volonté de démocratiser la littérature classique. Après, j'avoue qu'en étant sur Instagram, bon, je trouve que la littérature classique, c'est pas forcément le besoin parce qu'il y a déjà plein de personnes qui le font. Il y a plein de gens. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de faire un média qui parle que de littérature afrodescendante parce que c'est pas seulement ce que je dis. Et parce que c'est ce truc de communiquer, en fait. C'est de mélanger les gens et les genres, tu vois, de se dire, OK, là, t'as vu, toi, t'es venu. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a des personnes, en fait, qui ont un compte plus Booksta de littérature classique. Mais en fait, peut-être dans les publications, elles peuvent tomber par hasard sur les jours viennent et passent de Emily Boom. Et puis, elles peuvent se dire, OK, en fait, j'avais pas l'habitude de lire ça, mais pourquoi pas. Et moi-même, j'essaye, alors pour le coup, je lis de la littérature classique et même de la non-fiction, donc ça me dérange pas, même les BD. Mais des fois, j'essaye de me dire, mais va dans d'autres genres, en fait, parce que tu voudrais que les gens viennent dans ces genres-là, mais est-ce que toi-même, tu fais cette démarche, tu vois? Moi, sur Booksta, des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu sur, tu vois, par genre, on est très, moi, je lis plutôt du young adult, et c'est pas mauvais, tu vois. Enfin, encore heureux qu'on puisse lire ce qu'on veut, mais je pense que c'est aussi de communiquer et de montrer ses passerelles. C'est que oui, j'aime les récits engagés. Oui, j'aime les. Là, il y a ah non, j'allais dire le titre, mais en fait, il y a un trigger warning, donc je vais pas le dire. Mais il y a un livre qui parle des violences sexuelles que j'ai pris. Et parce que je trouve que j'ai envie de lire ça. Je trouve que c'est important d'en parler, mais je lis pas que ça. Et heureusement, on peut dire, je sais pas si on doit, mais en tout cas, on peut dire de tout. Et moi, c'est ce côté passerelle, tu vois, c'est ce côté oui, on peut rigoler et après parler de choses dramatiques. Ça ne veut pas dire qu'on peut, on peut être concerné par plein de sujets de société et tu vois, on peut un peu être cool sur d'autres trucs. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu parce que des fois, dans l'engagement, les gens peuvent se dire que tout doit être hyper dramatique, hyper grave. Parce que c'est vrai, c'est des sujets qui habitent, qui rongent, mais c'est pas que ça. Et moi, c'était ça la prétention, l'ambition que j'avais. Oui, t'es pas toujours dans le combat. Dans la lutte. Je voulais dire, t'as pas vocation à être toujours dans le combat, dans la lutte. Non, franchement, je pense même pas que je le suis. Honnêtement, je pense même pas. Après, c'est les livres. En fait, j'ai toujours été comme ça. Vraiment, j'ai toujours, dès qu'il y avait un peu de petits moyens d'en parler, après, c'est les sujets qui me touchent. Moi, j'étais en classe d'histoire, j'étais toujours. Oui, madame, et les Noirs à cette époque, on n'en parle pas. Et c'est pas dans le programme. Et oui, c'est pas dans le programme, mais bon, voilà. Mais c'est bien que tu puisses, comment dire, mettre mal à l'aise les gens pour leur confronter à leur propre biais. Moi, j'aurais jamais osé. C'est pas pour les confronter, c'était une vraie en fait, c'était une vraie interrogation. C'était en fait, je me demandais vraiment. En fait, on parlait pas des Noirs et je me demandais juste, on fait comment en fait à cette époque, c'était comment? Ou c'est comme, tu vois, quand je voyais le N-word,
je précise juste que je vais le dire, parce qu'il y a des gens dont tu dis N-word, ils savent pas ce que c'est. Donc là, juste information. Donc le mot nègre, dans les livres, des fois, on le lisait à l'oral, mais genre sans pression. Et j'étais à la prof, non, mais... Et on me disait, oui, bah écoute, à l'époque, c'était comme ça. Ok, c'était comme ça, mais on peut peut-être en parler parce que c'est hyper violent. Et pour l'illustrer, tu vois, les cours particuliers là que je donne, il y a une élève, elle reprenait un texte qui était de l'esclavage, enfin non, de l'esprit des lois de Montesquieu. Et c'était sur l'esclavage des Noirs, mais lui, il avait dit des nègres, puisque c'était comme ça qu'on le disait à l'époque. Et en fait, la fille, quand elle en parlait, attends, je vais juste essayer de bien retrouver bien le titre, de l'esprit des lois et... Pour ne pas dire de bêtises, parce qu'on touche à la littérature classique. Ouais, de l'esclavage des nègres. Et en fait, la fille, quand elle fait un commentaire de texte, et genre, quand elle a pas, elle a dit, donc elle lit le texte, donc elle lit le N-word, tu vois, c'est normal. Enfin, c'est normal. Elle le lit, c'est écrit, elle va pas mentir. Mais quand elle en parlait, elle dit, oui, donc tu vois, Montesquieu, là, il parle des nègres et tout. J'étais en mode, attends, c'est écrit dans le texte, mais enfin, c'est... Là, on est posé dans ton discours. Mais en fait, elle, dans sa tête, elle l'avait retenu. Parce qu'en fait, c'est écrit, j'allais m'empêcher de dire c'est écrit noir sur blanc, mais non, en fait, c'est l'expression. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit. Donc, il n'y a pas eu forcément ce travail de dire, bah, écoutez, c'est un terme qui était employé, c'est problématique aujourd'hui pour telle et telle raison. Et elle, dans sa tête, elle faisait pas le lien. Et en fait, dans sa tête, elle l'avait retenu comme c'était écrit. Et il n'y avait pas, tu sais, un petit astérisque qui expliquait que bah, oui, là, c'est ce qu'on dit, mais ça légitime pas le mot. Ouais. Tu vois, les réels, c'est-à-dire, là, j'ai lu le livre Décolonisons-nous de Frank Lao. Mais heureusement qu'il y a ce livre, parce que maintenant, je vais le tendre aux gens. Moi, je parle trop, je ne peux pas parler à toi pour expliquer tout dans les détails. En plus, je n'expliquerai pas aussi bien que lui. Donc maintenant, je vais prendre le livre et je vais dire aux gens, non, des fois, on a besoin de ça. Parce que, tu sais, tu répètes et des fois, il y a des personnes qui peuvent dire, ouais, mais vous mettez pas à la place. Et en fait, c'est juste que des fois, c'est lassant, tu vois, de tout le temps dire la même chose et des choses qui, pour moi, me paraissent une évidence. Pour le N-word, pour moi, quand même, c'est quand même une évidence. Hein. Mais il y a des gens et qui, premier degré, des adultes, me disent, mais une fois, tu vois, quelqu'un disait, oui, un travail de nègre, et on disait, voilà. Et vraiment, bah, pourquoi, en fait, pourquoi c'est négatif. Mais vraiment, et c'était pas de la c'était pas du racisme, enfin, c'était pas du racisme en mode, oui, mais pourquoi. Non, c'était vraiment la question, pourquoi. Et je me souviens, tu vois, là, c'était à l'école. À Sciences Po, on était en M1. Et cette phrase, elle a écrit une citation de James Baldwin. Et c'était sur The American Nigger. Je sais plus, je sais pas si c'est exactement la signification. Elle a écrit ça au tableau. Le nigger, elle l'a écrit au tableau. Et moi, ça m'a choquée parce que on est dans un contexte anglophone où le N-word, c'est encore plus... Enfin, c'est pas que c'est plus violent aux États-Unis, mais c'est une autre histoire. Et c'est quelqu'un qui a vécu aux États-Unis et qui sait la portée de ce mot. Et en fait, elle voulait qu'on fasse un essai en répondant à cette problématique. Moi, j'ai vu là le mot écrit, j'ai dit, mais... En fait, ça m'a saoulée. J'ai demandé si on pouvait se parler à part, parce que j'avais pas envie de faire un scandale. Tu sais, t'as pas envie d'être la noire de service. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que ouais, j'avais pas réagi non plus. C'est que je me suis éloignée de tout et je me suis mis dans mon coin. Et moi, tu vois, je lui ai parlé, j'ai dit, excusez-moi, madame. Et c'était pas, tu vois, c'était pas frontalement, c'était pas d'énergie. En fait, je n'avais pas compris déjà comment elle avait pu écrire ça, parce que, tu vois, contexte anglophone, américain et tout. Et j'avais dit, oui, en fait, enfin, je lui avais expliqué, je pense que moi, ça me met mal à l'aise, on était deux noirs dans la classe. Et du coup, la prof est blanche ou pas? Ouais, elle était blanche. Ah. Elle est blanche. Et elle disait, en fait, quand elle m'a dit, ah oui, ok, ok. Et en fait, elle est revenue en classe, elle a parlé avec nous, elle a dit, voilà, petit disclaimer, vous allez juste écrire N avec l'astérisque. Et ça, c'est un truc que j'avais aimé, pas seulement parce qu'elle était allée dans mon sens, mais en fait, ça s'était réglé rapidement, tu vois, il n'y avait pas eu de... ça n'avait pas été un scandale. Et elle avait dit, ouais, je suis désolée. Après, elle m'en avait reparlé, elle avait dit, je suis désolée, c'était elle n'a pas dit que c'était n'importe quoi, parce que... Enfin, mais bref, vraiment, on en avait discuté. Rien en question. Voilà. Et ce qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait des élèves qui avaient dit, mais pourquoi on le fait pourquoi on ne peut pas dire le N-word? Et je t'en mode, mais gars, en fait, mais c'est pas... Non. Alors, quand je le dis, c'est pas condescendant en mode tu sais pas ça, c'est en mode ça me choque en fait que
parce qu'on est quand même dans un contexte, tu vois, où on est dans les sciences sociales. Et c'est pas en mode, oui, Sciences Po, c'est élitiste, donc on doit tout savoir, mais on étudie les sciences sociales, on étudie la politique, ces choses-là. Tu dois comprendre pourquoi aujourd'hui dire next, c'est problématique. En tout cas, j'estime, dans ce cursus-là, moi, j'attendais ça. Et tu vois, c'était une vraie question. Et en fait, sa voisine, elle lui dit, ouais, bah, tu sais, c'est pas un mot qui est très agréable. Il dit, oui, c'est vrai, j'aime pas trop ce mot et tout. Mais non, c'est pas la question est-ce qu'on aime le mot ou pas. C'est pas une appréciation. Ok. C'est vraiment un mot c'est des expressions qui sortent naturellement. C'est encore très courant dans le langage. Et même dans le rap, tu vois, le rap, c'est une autre histoire, tu vois. Mais... Ouais, c'est vrai que dans le rap, t'as quand même... Ou ça va plutôt être négro, genre... Du coup, ça sera plus le mot qui a été approprié pour les personnes... Enfin, que les Noirs se sont appropriés aux États-Unis. Je pense qu'il y a... Enfin... Il y a des rappeurs qui ne sont pas noirs qui disent négro, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, on l'a senti. Je te ferai en inbox, je te montrerai un extrait. D'accord. Et j'étais en mode, mais bref. Mais en même temps, je trouve que, bon, bref, c'est un autre débat, je trouve. Oui. On a parlé pendant 1h30. Enfin, tu as parlé majoritairement. T'avais prévu, c'est la Marie. Hein. On a balayé pas mal ton profil. Ouais. Après, on peut passer au... juste une question globale par rapport... T'as commencé ton Bookstagram en mars, je crois. Du coup, quel regard... Enfin, t'as un peu parlé des segmentations par rapport au goût de lecture, mais quel regard tu portes sur la communauté littéraire numérique, du coup? Enfin, c'est ce que tu as pu en voir sur ces quelques mois. Ouais, en fait, moi, ce que je voulais dire, je vais essayer de ne pas être longue, mais je sais déjà que c'est un mensonge, mais c'est parce que je voulais quand même... Disclaimer, je me... Je ne suis pas raciste, vraiment. C'est un vrai mensonge. Comment dire? En fait, j'ai commencé sur... en 2011, en fait, sur la communauté littéraire numérique, tu vois, à l'époque de Booknode, Lecture Academy. En fait, c'est des équivalents de vidéos. Et ouais, en fait, donc je commençais, j'avais cette envie, tu vois, de partage, d'échanger. Et j'ai aussi été sur les blogs Skyrock, tu vois, Skyrock, pardon. Donc vraiment à l'ancienne, quoi. Vraiment, ça date. Et donc en fait, j'étais dans ça. Je consommais et j'en faisais. J'avais des blogs littéraires, j'en ai fait avec une pote. Puis après, j'avais continué toute seule et puis après, j'avais laissé tomber. Et moi, j'ai vraiment baigné dans la culture BookTube, donc l'équivalent de Instagram sur YouTube. J'étais mais à fond dans ça et vraiment l'époque de je sais pas si mais vraiment, c'était un truc incroyable. Et je pensais en fait à me faire une chaîne YouTube, mais le truc c'est que j'avais toujours voulu conserver mon anonymat sur Internet parce que j'étais très jeune, en fait j'avais 12 ans, tu vois, quand j'ai commencé sur en fait j'avais 12 ans et en fait je parlais avec des personnes, tu sais, qu'on n'avait pas qui avaient 25 ans, enfin c'est normal, tu vois. Oui. Mais moi j'étais sur le Skyrock critique livresque, mais aussi sur Skyrock t'avais des fictions. Donc moi j'étais bêta lectrice pour des personnes qui écrivaient genre des et du coup, en fait, j'avais un anonymat parce que je disais pas mon âge. Genre, ils savaient que j'étais plus jeune, mais je pense qu'ils savaient pas que j'étais aussi jeune. Et même quand il y en a après que j'ai retrouvé plus tard qui me disaient, mais j'avais pas capté. Et heureusement, en fait, je pouvais pas donner d'informations, donc j'avais vraiment cet anonymat. Et tu vois, une chaîne BookTube, ça aurait cassé l'anonymat. Et puis, je me sentais pas. Quand même, c'est chaud. Genre, je fais pas de jugement, mais à 12 ans, c'est à 12 ans que tu avais envie de créer ta chaîne? Non, la chaîne BookTube, c'était plus à 14, 15. Ah, mais c'est quand même jeune. Enfin, tu as des risques ou même à une... Enfin... Bien sûr, mais c'est ça. Je me disais, ouais, les moqueries, c'est les gens, ils sont mal... Enfin, tout le monde n'est pas... On n'est pas dans le monde des bisounours et tout.
Et oui, en plus, en fait, tu montes ta tête. Moi, bon, là, j'en ai moins, mais j'avais beaucoup de tics enfin, si, en fait, j'ai des tics de langage. Et puis même dans ma personnalité ou autre. Puis même, en fait, les gens sont pas toujours, enfin, même, et puis oui, ouais, 14-15 ans. Mais en fait, je baignais dans ça, tu vois, moi, quand j'allais dans les salons du livre, je faisais dédicacer, genre, mon bullet journal par Bulldog. J'avais pris une photo avec Audrey, le souffle des mots. Genre, mais vraiment, pour moi, en fait, c'était super. Moi, j'allais pour là-bas plus que pour les auteurs-autrices. Enfin, vraiment, j'allais pour les voir. Bref. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas la technique. En gros, j'avais pas la technique et aussi, j'avais pas vraiment de livres. Enfin, si. Non, j'avais une bibliothèque. Mais tu sais, quand tu compares avec les bibliothèques, genre des bookstagrammeurs ou booktubeurs et tout, tu t'attends à des trucs fous. Enfin, j'essaye d'éviter de dire ça. Des trucs incroyables. Et en fait, j'empruntais plus pas mal de choses à Médiathèque. Bref, en fait, on m'encourageait, tu vois, même ma famille, tu vois, m'encourageait, me disait, vas-y, fais ton délire et tout, enfin, fais ton truc et tout. Finalement, je ne l'ai pas fait. Et Bookstagram, ça faisait un moment, en fait, que je voulais le faire parce que je consommais aussi Bookstagram, sachant que moi, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Tu vois, autant j'étais une fille, à 12 ans, j'étais sur Skyrock et tout, je répondais à des messages, je faisais mon profil, mais j'avais pas Facebook, j'avais pas Insta, tout ça. Je l'ai eu enfin, bref, je l'avais pas. Et en fait, en discutant avec les gens, ils m'encourageaient, moi aussi j'avais cette envie, mais je me prenais beaucoup la tête, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Comment le faire? Tu vois, dans ma tête, je voulais que ce soit carré, et puis, enfin bref, je me prenais la tête pour tout et rien. Et quand il y a eu, tu vois, je vais revenir sur mes pattes, tu vas voir ce que j'ai fait, je vais retomber sur mes pattes. J'ai dû faire mon projet de recherche, enfin mon projet personnel pour Sciences Po, donc le projet de recherche. J'avais peur que ce soit trop light, donc j'ai fait activer création d'un média littéraire. Et en fait, je devais le activer parce qu'en fait, il fallait que je valide, fallait vraiment que je présente quelque chose. On me dit, vas-y, banco, je le fais pour mes études, aussi pour ma passion. Et voilà. Et en fait, j'ai présenté, pour ma soutenance, j'ai présenté le projet de recherche, mais aussi ce que je faisais sur Bookstagram. Et c'était marrant parce qu'il fallait vraiment traduire parce que les personnes, mon jury, c'était des personnes, je sais pas quel âge elles avaient, mais franchement, les cheveux blancs, tu vois. Et du coup, fallait vraiment, enfin, c'était marrant parce qu'elles étaient en vrai assez ouvertes sur ça, quoi, en mode. Et le regard que j'ai, bah, je trouve que c'est très segmenté. Je trouve qu'il y a des fois pas mal d'élitisme, d'injonction. Ça, ce serait pour le côté négatif. Mais pour le côté positif, et moi, j'avoue, je trouve qu'il y a beaucoup plus de positif, c'est que mais après, c'est différent parce que là, je pense qu'on est quand même dans une sphère particulière, tu vois, c'est un peu littérature afrodescendante, voire engagée. Après, moi, je suis aussi sur les comptes littérature classique. Moi, je vois beaucoup de bienveillance. Hein. Franchement, je suis choquée. Je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi sympas. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup je sais pas, de solidarité, de partage. Enfin, de partage. Ouais, de partage, d'échange. Je vais pas te faire la liste, mais franchement, il y a beaucoup de personnes avec qui je parle vraiment. Enfin, peut-être pas que je parle beaucoup, mais avec qui j'échange, avec qui j'échange. Et ouais, enfin, je trouve que les gens sont. Et je trouve qu'il y a vraiment plein d'initiatives en fait qui existent. Et après, c'est un truc, pour moi, je trouve que c'est un peu une petite communauté quand même. J'ai l'impression que les gens connaissent un peu. Ça tourne vite. Enfin, tu fais. C'est pas que tu fais vite le tour, mais on va dire dans les personnes les plus actives. Ouais, et moi, enfin, pour moi, c'est vraiment que du kiff, quoi. Je me dis, mais les gens sont, enfin, c'est juste agréable, tu vois, de parler de livres et d'avoir cette ouverture d'esprit ou d'échanger sur des sujets de société, sur plein de choses. Ouais, je m'épanouis. En fait, tu vois, et même, tu vois, dire intensité média, des fois, en fait, j'ai mis média parce que intensité était pris. Et tu vois, je trouvais ça un peu présomptueux, tu vois, de mettre média, mais en fait, il fallait bien mettre un mot. Et en vrai, il y avait l'ambition, il y a l'ambition de le développer en revue. Oui, parce que tu m'as dit, ouais. Ok. Donc, je sais pas, ouais, si, tu as bien répondu à la question. C'est ça que tu allais me demander. Non, mais je m'arrête là. Non, mais t'as j'ai dit. Oui, du coup, tes projets en cours, tu m'as parlé de la revue et du podcast. Du coup, la revue, ça me fait penser qu'il y a B-Side Media, ouais, qui... T'es pas dans la première? Ah, pas du tout. Tu participes Ah, ok, d'accord. Mais du coup, ça me fait penser à ce que toi, tu veux faire, ça va bien avec ce qu'eux, ils proposent maintenant. Donc,
En fait, Enfin, ça va bien. Je sais pas exactement, je connais pas à 100% leur ligne éditoriale, mais de ce que tu me dis, ça pourrait coller avec un article. En fait, moi, à chaque fois que je vois des choses comme ça, je me dis, ah, mais est-ce que je le fais? Parce que j'aime pas faire des redites. Tu sais, normalement, je voulais faire mon book club ou des cafés littéraires. Mais en fait, il y en a plein. Tu vois, il y en a déjà plein qui existent, qui sont déjà cool. Moi, j'aime y participer. Je me dis, est-ce qu'on a besoin en fait, de plus d'événements, toujours? Enfin, si ça existe déjà. Après, ça dépend où, je pense. Et en tout cas, dans le cadre des cafés, des cafés, des book clubs, ouais, c'est vrai que bon, après, c'est comme tout, hein, comme dans toutes les grandes villes. À Paris, tu as toujours tout, tu as toujours plus que dans les autres. Mais non, je trouve que ça peut servir Ouais, dans les petites communes ou dans les, pas forcément à Paris même, mais tu vois, proche banlieue, s'il y a des gens qui font des initiatives proche banlieue, bah, ça encourage les gens à pas forcément aller sur Paris ou je sais pas. Enfin, que pour une banlieue, tu vois, ça peut vite être galère. On n'est pas tous dans la même banlieue, tu vois. oui, c'est pas, c'est pas, oui. Pour les personnes qui habitent au même. Enfin, c'est plus simple déjà pour des personnes qui viennent de plusieurs proches banlieues de se retrouver à Paris. Ouais. Mais tu vois, en fait, la revue, en vrai, ça répondait à un besoin que j'ai pas l'espace sur Insta, tu vois, pour dire tout ce que j'ai à dire. Et moi, le format, en vrai, qui me conviendrait le mieux, c'est le podcast ou le blog, parce que là, je pourrais m'étaler. Mais c'est pour ça que je pensais à faire une revue. Mais après, j'ai évolué dans le sens où j'étais en mode, ouais, moi, je veux créer un truc, tu vois, moi, je suis beaucoup pour la démocratisation culturelle, rendre la lecture et la littérature accessible et tout. Et en fait, la revue que je voulais faire, c'était pour amener, par exemple, enfin, pas amener, mais voilà, des gens, par exemple, qui lisaient pas ou autre. Et j'avais cette ambition de me dire, ouais, avec cette revue, t'as ça. En fait, je me rends compte que pas du tout, enfin, pas du tout, mais en fait, le format n'est pas adapté. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne lit pas, qui n'a pas envie de lire, mais pourquoi la personne va acheter un livre, genre, sur la littérature? Oui, d'accord, c'est vrai que par rapport au public que tu veux toucher, ouais, ok. En fait, être sur Bookstagram, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que les gens qui sont sur Bookstagram, c'est les gens qui sont genre passionnés de livres, mais passionnés genre hardcore. Genre, c'est pas. Oui, c'est pas le mec lambda. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, j'avais une pote, tu vois, je lui expliquais ma passion des livres, elle était en mode t'as tes amis, genre, qui aiment la lecture, et genre, j'étais en mode il y a toi, mais en fait, elle aimait pas la lecture, et là, elle me dit non, parce que tu te crées enfin, quelque chose pour partager avec. Genre, laisse-moi tranquille. Qui peuvent relate avec ça, parce que c'est ça. Et en fait, je me rends compte que non, de dire oui, je fais un Bookstagram pour amener des gens qui. Enfin, non, c'est même, tu vois, il y a plein de nouveaux dispositifs, genre des concepts, des formats, tiens, tel classique par lesquels commencer. Mais en fait, c'est des gens qui s'inscrivent déjà dans une démarche de littérature classique. Moi, je te parle de personnes. Ouais, tu veux vraiment toucher. Ok, d'accord. Ah oui, ben là, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué ou je pense qu'il faut peut-être se. Non, mais en fait, c'est juste que cette revue-là, du coup, En fait, moi, j'ai plus là envie de faire la revue sur la littérature afrodescendante et de mêler sciences sociales et littérature et de faire plus des enquêtes autour de ça, tu vois. Après, et je ne m'étends pas là-dessus, mais j'ai fait un autre travail de recherche, mais là, c'était beaucoup plus réduit, mais sur l'inclusivité et la diversité en bibliothèque à travers, je sais pas si tu connais les FAL, faciles à lire. En fait, des ouvrages en fait, qu'on dit facile à lire. Et là encore, ça veut dire quoi? Genre facile à lire. Et qui décide que c'est facile à lire? C'est la... Ok, d'accord. Oui, je comprends mieux pourquoi tu es un rat de bibliothèque. Ah non, mais je suis un cliché. Mais en fait, je suis vraiment un cliché. C'est-à-dire, quand je me balade, en fait, j'ai des livres à la main. Enfin, c'est vraiment un stéréotype, quoi. Et je suis à la bibliothèque. On a parlé 2h30 avec mon bibliothécaire préféré. Et voilà. Ah, trop cool. Ouais. Écoute, je te souhaite de continuer tes projets. C'est super intéressant en tout cas. Et je pensais pas que tu étais autant impliquée dans le milieu littéraire, enfin, que ce soit via les bibliothèques ou par rapport à tes études et tout. Enfin, donc je trouve ça hyper intéressant d'échanger avec les gens. Oh, mais Parce que tu vois vraiment, genre, même pas 0,1% de ce que la personne fait, quoi, sur les réseaux. Et bon, est-ce que je te pose la question par rapport au podcast du coup
Ouais, bah après, si c'est pas du tout, si c'est encore en construction ou quoi. Je n'ai pas compris ce que tu disais, pardon. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as envie de parler du coup de ton autre projet en cours, du podcast, ou c'est encore trop tôt dans le projet, je sais pas où ça en est. Enfin, Avec ma boss, on a fait un podcast, genre sur notre expérience à Sciences Po. C'est pour ça que j'ai fait wow, parce que je me suis dit, je vais faire une redite. Mais en fait, ce que j'ai dit là, c'est pas ce qu'on a dit. d'accord. En fait, ce podcast, c'est un peu. J'ai envie de parler de littérature, mais j'ai aussi envie. En fait, j'ai fait beaucoup de conversations avec les gens, genre par WhatsApp, tu sais, des vocaux très longs, des conversations qui n'en finissent pas. Et des fois, je suis en mode, mais viens, on en fait un podcast, parce qu'en fait, on parle de plein de choses, de notre vie et autres. Et c'est pas en mode que je me pense aussi intéressante que ça, c'est que des fois, il y a des réflexions sur des trucs en fait où j'ai pu évoluer. Tu vois, là, par exemple, le rapport à Sciences Po, on a parlé de plein de trucs différents. Donc, ce serait pas forcément lié à la littérature directement. Et en même temps, j'ai envie de faire des formats, en fait, sur la littérature. Par exemple, là, je veux faire un truc, oui, je peux l'utiliser, par exemple, sur le message politique de Hunger Games. En fait, si tu... En fait, moi, je parle tout le temps des mêmes trucs, en fait, sur le message politique d'Hunger Games. Parce qu'en fait, c'est des choses que je ne peux pas faire sur Insta, en fait. Tu vois, en fait, j'ai pas la place, j'ai pas l'espace. On me censure comme toi, tu vois, tout à l'heure, quand tu m'as coupé et tout. Donc, mais c'est, à la fois, je me dis, j'ai pas envie de perdre les gens parce que les gens viennent aussi pour le Bookstagram. Et en fait, à la fois, moi, j'aime parler de plein de choses. Tu vois, j'aime parler de musique, de films. Donc, je suis un peu là, en mode pour la DA, pour la direction artistique. Est-ce que je m'astreins, je sais pas comment on dit. Est-ce que je m'astreins à une ligne éditoriale très précise où on est là pour parler de livres, on va parler que de livres et c'est tout? Ou est-ce que, bah, comme quand je me fais des kiffs, je commence à partager, voilà, des choses de, pas de la vie de tous les jours, en fait, des sujets qui reviennent. J'aime bien parler avec mes amis et donc, me réunir autour d'un micro. Donc, en fait, pour le podcast, ce serait des conversations avec des potes ou des personnes que j'apprécie où on parle d'un sujet. Tu vois, là, c'était notre rapport à Sciences Po, comment on l'a vécu, notre vie, patati patata. Et des formats plus courts, sachant que court avec moi, c'est très relatif, littéraires, enfin, sur des formats littéraires, par exemple, la Hunger Games, le message politique. Et dernier truc, tu vois, là, j'aimerais parler faire une série autour du fait de déstigmatiser la santé mentale. Et en fait, ça, ce serait le pont entre sciences sociales et littérature, c'est-à-dire les livres que j'ai lus qui parlaient de troubles psy, et bah, de voir, en fait, d'essayer d'en faire un sujet, en fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers les livres et comment on peut en discuter. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Si, j'ai bien saisi ce que tu veux dire. Et moi, j'adore les formats longs, donc que ce soit sur YouTube ou Insta ou tout type de plateforme. Les podcasts, j'en écoute tous les jours. Donc, est-ce que je réécoute mes podcasts? Non. Enfin, sauf pour... Enfin, je les réécoute pour savoir ce que je vais publier, quoi. Je suis obligée. Mais je ne vais pas réécouter mes épisodes, non. Ah ouais, ok. Enfin, une fois qu'ils sont publiés et que j'ai fait déjà la post-prod dessus, non, je vais pas les réécouter. Et toi, tu as des sujets, parce qu'en fait, moi, comment je te le dis, c'est pas de la flatterie, c'est vraiment ton contenu, ça m'a vraiment inspiré, en fait. C'était, tu vois, ce côté journalistique, c'est comme un peu la gazette. Mais oui, c'est Mais c'est, tu vois, d'avoir ces informations, ces stats et tout, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu sur les stats, les statistiques. Bah, je sais pas c'était quoi la question, mais oui, est-ce que tu as d'autres ouais, génial comme idée et j'espère que ça pourra voir le jour comme tu le souhaites parce on en a besoin et en fait c'est trop cool, c'est vraiment stylé. Je suis très contente. Merci. Merci de porter un intérêt à mon contenu. C'est vrai que je représente, enfin, je me rends pas forcément compte. Tu vois souvent des chiffres ou enfin si, je vois des commentaires, il y a des gens qui me font des retours et tout, mais c'est cool de pouvoir discuter avec des gens qui s'intéressent surtout. Ah oui, mais moi, en fait, ton travail, aussi, j'ai beaucoup été influencée par, enfin, pas influencée, on va dire, par Overbooké ou Daily Debbie. Il y a aussi Laurie Nama, mais c'est vrai que je la suis moins parce que c'est moins dans la SFSF, même si elle c'était plus, on va dire, sa ligne édito. Mais c'est vrai que c'était ça, tu vois, Déborah de Daily Debbie, c'était l'une des premières, en tout cas,
moi que je voyais francophone qui disait recommandations de booktubeurs noirs, quoi. Alors que, enfin, moi, je cherchais ça, mais en anglais, tu vois, ça passait plus. Mais en français, et puis ce que j'aime bien avec Daily Debbie, c'est que, enfin, Déborah, enfin, je sais pas, c'est bon, Daily Debbie, ce que j'aime bien, c'est que elle lit de tout, tu vois, et elle parle de tout, mais en fait, elle a aucun souci à mettre un accent sur la littérature afro, et il n'y a pas de problème avec ça. Et oui, ton contenu, moi, ça m'a vraiment parlé. En fait, j'ai découvert plein de gens, tu vois, et même, je sais que des fois, tu demandes des recos, bah, en fait, ils sont déjà partis chez toi. Oui, c'est ce que j'allais dire, du coup. Oui, ok. Mais c'est cool que, ouais, mais moi aussi, c'est des personnes qui m'ont inspirée. Laurie, Déborah, Délie, bah, elles sont passées aussi sur le podcast. Donc... Ok, c'est venu depuis quand 2020, juillet 2020. Ah ouais. Mais et en fait, ça représente quand même un énorme investissement. Enfin, tout le travail, tous les chiffres et tout. Mais c'est énorme. Bah, c'est vrai que je ne me rends pas forcément compte. Après, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Hein. C'est des heures de travail pour tout calculer, pour tout recenser. Mais je sais pas, c'était quoi la question de base? Bah, c'est un travail énorme. En fait, c'était énorme. Ouais. Qu'apprendre à faire ça, c'est fou. C'est incroyable. Mais en fait, je me dis, j'ai pas forcément d'autres hobbies. Enfin, si, j'aime bien la culture de manière générale. Mais vraiment, ce que je consomme le plus, c'est la littérature. Donc, bah, c'est vrai que je suis un peu tombée. Enfin, au départ, bah, j'ai commencé comme tout le monde. Je proposais des chroniques, je lisais un peu de tout. Puis après, je me suis un peu plus conscientisée sur ce que je faisais. Et après, j'ai apporté un peu plus, on va dire, une approche, comment dire, pas analytique, ouais, analytique sur ce que je faisais, sur le milieu de l'édition. Et ouais. Donc, j'ai trouvé mon compte pour l'instant. En fait, je me dis, tant que j'y trouve mon compte, tant que j'ai des choses à apporter, bah, je reste. Et puis, voilà. J'essaie de contribuer, enfin, d'apporter, on va dire, ma pierre à l'édifice. Mais c'est pas évident tous les jours parce que des fois, tu te dis, est-ce que c'est parti de ce que je fais? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui. Enfin, il n'y a personne qui faisait des statistiques qui s'amusait à faire ça sur Bookstagram. Donc, ouais. C'est le côté maths physique. Hein. Je suis désolée, mais pour avoir. Oui, je pense que c'est un peu ça qui joue. Mais ouais, je suis contente de mon parcours. Puis on verra où ça nous mène. Bah, écoute, on est arrivé à la fin du podcast, après presque 2 heures de discussion. J'ai battu un record. Ouais, t'as battu un record, je crois. Après, je sais pas quand je te dirais si une fois que j'aurais fait la post-prod, que j'aurais cuté ou des trucs. Mais ouais, avec Marine, on avait fait 2 heures, je crois. Ouais, mais je crois que t'as battu le record de Marine. Marine de Dark Side of the Moon. Voilà, vous êtes les deux plus bavardes du podcast. C'est toi, c'est ta responsabilité, c'est ton podcast, ça t'engage également. Non, mais c'est trop cool. Enfin, moi, j'ai pas de limite. Bah, du coup, on va arriver à la partie recommandations. On t'a cité. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de comptes en fait que j'apprécie, qui font des contenus vraiment de grande qualité, enfin de super bonne qualité. Et là, j'avoue, c'est plus le côté coup de pouce aussi, le cœur enfin le cœur, tout de suite les grands mots, mais le côté affection qui va parler je sais pas si tu vois, la librairie inclusive. Non, je vois pas. Son profil. Bah, tu vois, tout est dans le titre, librairie inclusive. Et Oui. voilà, bah, Inès, tu passes. Salut. Ok. Bah, merci beaucoup pour ta recommandation. Ça fait toujours plaisir quand il y a quelqu'un qui réfléchit un peu à un profil, déjà qui n'est pas venu sur le podcast. Et puis. Ok. Et puis, ouais, qui prend le temps de réfléchir. C'est pas évident non plus, hein, puisque c'est vrai qu'on est dans une petite niche, donc des fois, tu as un peu l'impression d'avoir, entre guillemets, tout vu, mais je pense que tu as toujours des comptes que tu peux découvrir.
Et dernière question du podcast, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, donc sur intensité-du-8 média. Sur Instagram. Écoute, Daciora, c'est la fin du podcast Un lectorat minoré. C'était trop cool d'échanger avec toi. J'en ai énormément, enfin j'ai beaucoup appris et puis c'est cool d'avoir le point de vue d'une personne qui passe sa vie en bibliothèque. En plus, tu interroges aussi, enfin tu participes, comment dire, tu fais participer les gens, les professionnels du livre dans tes recherches et tout, donc c'est super. Les personnes sont... Ok. Écoute, je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce très long épisode dans Lecteur Minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci, au revoir.